Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue, Corentin. Merci Roger, Hector. On commence cette question de notre podcast par quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout? Alors, si par anomalie, on entend une bizarrerie, quelque chose qui n'est pas habituel dans un parcours, je te dirais que assez naturellement, c'est le fait que j'étais atteint de bégaiement. Quand tu dis je suis coach en prise de parole et bègue, c'est deux éléments qui me paraissent pas compatibles. Ok. Le fait est que ça a été une force et ça m'a permis de progresser, etc. Mais sur le principe, si j'ai pu éviter 18 ans de souffrance dans la communication orale et que j'aurais pu arriver à ce métier-là sans avoir à passer par ça, je pense que j'aurais été preneur. Donc je dirais que sa première anomalie plutôt perso et pro, c'est un truc qui m'est arrivé pendant 25 ans, c'est-à-dire jusqu'à cette année, où j'ai appris à dire non. Et je crois que c'est un vrai problème que j'avais pendant 3-4 ans, qui me fait perdre beaucoup de temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas dit non de venir au podcast. C'est vrai, je suis pas encore soigné totalement, mais non, maintenant je choisis un peu mieux les endroits où je vais et je suis ravi d'être là. C'est deux sujets hyper intéressants. Forcément, le nom, c'est un truc qui nous permet. On va aller sur les deux, t'inquiète pas. En tout cas, on ira sur les deux. Une qui me vient tout de suite, forcément, le bégaiement, c'est quelque chose qui ne touche pas tout le monde. Mais je pense que, alors, je fais une projection en disant ça, mais je pense que c'est aussi ça qui t'a amené à ce que l'oral soit si important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie-là de ton parcours où justement le bégaiement, c'était quel type de bégaiement? Est-ce que c'était intensif? Est-ce que c'était quelque chose un peu réduit? Comment ça s'est passé? En fait, c'était lié à deux choses. D'abord, c'était lié au fait que je parle très vite. C'est encore le cas aujourd'hui, même si je fais un peu plus attention. En réalité, c'est pas plus difficile de parler doucement. Ce qui est difficile, c'est d'y penser, là, pendant 1h30, on verra. Mais donc, il y a le fait que je parlais très vite, et donc, je me retrouvais en fait à avoir des mots qui s'entrechoquent, des phrases qui s'entrechoquent entre elles-mêmes. Et je pensais toujours à la phrase d'après, etc. Okay. Il y avait aussi un problème de respiration, c'est-à-dire que j'arrive au milieu de ma phrase, j'avais plus d'air. Et donc, il fallait vite que je la finisse, sauf qu'en voulant la finir rapidement, je me retrouve à bégayer. Il y avait aussi des enjeux plus psychologiques. Donc, c'était assez présent, mais c'était surtout le fait que je parlais très, très vite. Donc on ne comprenait pas trop, en tout cas avec les nouvelles personnes. Mon père à l'époque disait qu'il fallait un décocodeur pour me comprendre, parce que Corentin Coco, et en même temps ça fait bégayer sur le mot, ce qui est assez marrant. Donc c'était grâce... Humoriste. Comment? Père humoriste. Père qui adore l'humour, qui adore l'humour, qui va beaucoup voir d'humoristes d'ailleurs, mais qui fait beaucoup de blagues, ce que j'ai hérité. Parfois aussi peut-être pour se cacher derrière, mais c'est encore un autre sujet, Monsieur Freud. T'étais pas prêt. Ça va déjà très deep. Donc voilà, donc c'était quand même assez présent. Maintenant, j'en ai pas tant souffert que ça pendant mon enfance, notamment parce que j'étais assez sociable, j'avais quand même beaucoup d'amis. Mes amis, du coup, étaient habitués et me comprenaient. J'en souffrais plus en classe, où il fallait participer, etc. Un peu lever la main ou quand on tape la main, etc. J'ai jamais non plus, été victime de harcèlement, des choses comme ça vis-à-vis de ça. Quelques blagues par-ci par-là. Mais le fait est que ça avait pour conséquence que j'avais peur de prendre la parole en public, même d'aller à la boulangerie, de commander quelque chose, tu vois, c'était assez compliqué. Parce que ça s'est couplé à la timidité. Mais bon, j'en avais pas forcément conscience. Mais c'est-à-dire que t'as toujours bégayé. C'est-à-dire que depuis, il n'y a pas eu un moment, un événement ou quelque chose qui a fait que ça a basculé et que... Non, du tout. Mais le plus drôle, c'est que, pour te dire, c'était tellement pas en soi... Pour moi, c'était pas un problème, c'était une façon de parler. Ok, un état de fait. Donc, j'ai jamais été vraiment orthophoniste. Je me suis jamais dit bègue avant que j'ai 20 ans. Okay. Et en fait, c'est plus tard que je me suis dit, il y a peut-être quand même un problème sur tout ça. Et c'est quand je me suis inscrit à mon premier concours d'éloquence que j'ai voulu commencer à parler en public,
je me suis rendu compte que c'était quand même un blocage assez important. Parce que là, on parle de ça comme si tu l'avais déjà surpassé à titre personnel. Déjà, rien que ça, c'est une belle, comment dire ça, une belle courage, une belle revanche. Parce qu'il faut aussi prendre en considération, il faut réussir à le dépasser pour ou réussir pendant le process en plus à continuer pour arriver. Parce que je crois qu'il y a des gens qui arrivent jamais à. Ouais, je pense qu'il y a des gens. En Ouais. fait, c'est très complexe comme trouble parce qu'il y a autant de bégaiements que de bègues. Ouais. Donc, il y a plein de causes possibles différentes, etc. Moi, si tu veux, j'ai trouvé, en fait, en faisant les concours, j'ai trouvé plein de petites techniques que je mets en place qui marcheraient, je pense, que pour moi, mais qui fonctionnent. Tu vois, je te donne un exemple très con. Je me suis rendu compte que c'est pas un bégaiement que je vais avoir sur un type de syllabe ou un type de mot. Par exemple, le mot boulangerie que je vais jamais réussir à dire. C'est un mot dans un contexte précis, dans une phrase précise. Ah, ok. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, mon cerveau anticipe une microseconde avant que je vais pas réussir à le dire. Et comme j'ai la chance d'avoir pas mal de vocabulaire, je trouve un synonyme et je change de mot dans l'instant. Ce qui maintenant est inconscient. Je suis passé vers conscient. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Parce que là, aujourd'hui, ce que j'allais dire, c'est que t'es là pour apprendre aux gens, aujourd'hui, dans ton job, c'est d'apprendre à avoir une éloquence qui correspond à ce que les gens recherchent par rapport à ce que eux veulent. Finalement, parce qu'il y a l'éloquence au sens large du terme, on va en venir jusqu'à là, mais pour tous les gens qui vont nous écouter ou nous regarder, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as partagé, c'est que tu as un vécu aussi personnel que professionnel sur le sujet et que tu as réussi à le dépasser. Qu'est-ce que tu as pu faire pendant cette période un peu à titre personnel? On a déjà trouvé des petits subterfuges ou est-ce que tu as des petites anecdotes là-dessus? Ouais. En réalité, ce qui est peut-être moins étonnant, entre guillemets, c'est que dans mon métier aujourd'hui, paradoxalement, je travaille surtout sur le fond. C'est-à-dire que je vais être beaucoup dans comment trouver les bons messages, les bons arguments, les bons mots, plus que sur la forme, si j'en fais aussi, évidemment, et c'est important de le faire. Mais je crois, pendant longtemps, une grosse partie de mon travail, c'était de me dire, en vrai, c'est pas si grave si je parle un peu trop vite, c'est pas si grave si je bégaye, etc., qu'il y a quelques imperfections, tant qu'à la fin, mon message y passe, tant qu'à la fin, j'arrive à convaincre mon interlocuteur et que je suis clair. Et donc, j'ai fait un gros travail de clarification de mes idées, de structure de ma pensée, etc. Et ce que je fais aujourd'hui, tu vois, j'ai fait une erreur, une autre anomalie il y a 4 ans, c'est que je me suis appelé éloquence. Et en réalité, ce que je fais aujourd'hui, c'est plus de l'éloquence, c'est de la rhétorique. Et la distinction que je fais, en tout cas moi, dans ma façon de voir les choses, c'est de dire l'éloquence, c'est l'art de bien parler. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et en réalité, bien parler, juste pour son ego, ou pour qu'on se dise « Ah, il parle bien, ça m'intéresse moyennement ». Par contre, me dire « J'ai un message, j'ai une idée, et je vais aller convaincre des gens de ça. Et je vais leur transmettre quelque chose, ça me parle beaucoup plus. » T'en parles dans ton livre? J'en parle pas mal dans mon livre, il y a quasiment que du fond d'ailleurs. Ouais. Donc c'est un mot qui revient souvent. J'allais te poser la question de la définition de l'éloquence. Tu m'as devancé. C'est cadeau. Vous avez vu comment il est Valentin. Donc quand t'es plus jeune, t'arrives déjà à avoir des petits subterfuges comme ça ou ça vient? Non, très peu. En vrai, j'ai un peu traversé mon enfance inconsciemment vis-à-vis de ça. Ouais. Je me suis dit, ok, bon, c'est comme ça. En classe, tant pis, je participe pas trop. Par contre, je suis très sociable. Tu regardes tous mes bulletins. D'ailleurs, on a fait l'expérience il y a pas longtemps avec mes parents. C'était assez marrant. Mes bulletins, c'est globalement bavarde beaucoup, mais ne participe pas assez. Tu vois, donc je parle beaucoup avec les gens, mais en public, pas trop. Globalement. Et même, je me souviens, moi, j'ai fait un master en droit. Et avant d'aller en droit, je dis à mon père, je me souviens encore dans la voiture de la ville de mon enfance, je lui dis, papa, je vais aller en droit et tout, ça m'intéresse comme matière. Par contre, je vais faire tout sauf avocat parce que je déteste prendre la parole en public. Et t'aurais fait quoi? Et j'aurais fait juriste, je pense, en entreprise, tu vois. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, j'avais pas vraiment idée de ce que c'était exactement le droit. Je sais pas ce que j'aurais fini par faire. J'aurais sûrement fini par dériver dans autre chose. Donc t'aurais potentiellement fait juriste, mais si je reviens encore un peu en arrière. Ouais. Bon, comme ça, on va avoir tout la grande image de Corentin, parce qu'aujourd'hui tu fais quand même des trucs qui sont hyper intéressantes et qui aident aussi beaucoup de gens. Et je pense que ce qui est intéressant et ce qu'on voit très rarement, en tout cas je m'efforce de le faire dans le podcast, c'est de montrer aux gens, chaque personne a une histoire hyper intéressante qui peut transmettre beaucoup d'enseignements à titre perso et inversement, ça peut aider à résoudre des choses à titre perso dans sa vie pro. Et je pense que là, pour le coup, le fait que tu sois d'être en même temps timide et bègue, forcément, je me pose une question, c'est comment tes parents ils ont réagi à ça? Parce qu'en fait, déjà être parent, c'est difficile. Et quand nos enfants peut-être peuvent avoir une particularité qui est en plus là pour le coup, on peut l'entendre rapidement. Comment tes parents et toi vous l'avez vécu ça? Je crois que un peu de la même manière que ce que je te disais, c'est jamais un sujet qu'on a vraiment abordé de manière c'est sérieuse et projet de dire ok,
j'ai un problème là-dessus, est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Je pense qu'ils ont toujours tout fait pour que je le vive avec le plus de légèreté possible. Tu vois, justement par des touches d'humour comme le décocodeur, par le fait aussi de me dire bah c'est ok, c'est comme ça que tu es et il faut l'accepter. Donc en soi, sur le principe, tu vois, ça n'a jamais été vraiment un sujet et c'est marrant parce que c'est un peu toute une rétrospection que moi je me fais aujourd'hui, tu vois, de mon vécu. Mais sur le moment, bah je vis comme c'est un peu chiant. Enfin, pourquoi je parle aussi vite, je comprends pas. Mais en même temps, bon, j'en souffre pas plus que ça, pas outre mesure, parce que j'ai pas spécialement besoin de prendre la parole en public. Et dans ma vie perso, ça va plutôt, parce que je faisais du foot, parce que j'ai du coup pas mal de potes comme ça. Ouais. J'avais la chance d'être un très bon élève, mais toujours troisième de la classe, donc jamais dans les premiers qui sont un peu plus attaqués par le groupe. Ok. Donc si tu veux, globalement, ça allait plutôt bien. Tes parents ils ont une intelligence de la conception du problème. Parce que là, moi, je me vois aujourd'hui, je suis parent, je suis papa. Si ça devait arriver à un de mes enfants, si ça devait, forcément, je le prends comme un sujet. Je le prendrais comme un sujet en me disant, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ou en tout cas, je pense que j'aurais peut-être un comportement qui serait, au vu de l'exemple que tu dis là, peut-être un chouïa inapproprié, parce que j'aurais envie de résoudre le problème. Ce qui n'a pas été le cas de tes parents. Pour le coup, ils en ont fait en fait, on l'a intéressant, mais je sais, tu sais que j'en ai jamais reparlé avec eux et c'est cool parce que le podcast ça me fait prendre conscience du fait que ça peut être une discussion très intéressante. Je sais pas si eux à l'époque avaient même conscience d'un problème. Je sais pas s'ils se disaient c'est pas un problème, ou s'ils se disaient bah c'est un petit problème mais de toute façon c'est pas un truc qui se résout, c'est une façon de parler. Ou est-ce que bah, ça se résout mais c'est pas urgent en soi. J'avais que j'en sais rien du tout et je serais hyper curieux de leur demander. Donc, franchement, alors, en tout cas, vu du dessus, comment tu le racontes, c'est même moi dans mon rôle de parent, je me dis, peut-être que je fais des sujets à des endroits qui devraient pas être des qui devraient pas être des sujets, et je trouve ça hyper, une sorte d'intelligence émotionnelle sur le sujet. Donc là, en vrai, ça a toujours été très cool et moi j'ai des super parents de ce point de vue-là et j'en suis hyper heureux. Et même dans tous les trucs de ma vie, ça a toujours été très, très libre, très dans la confiance, plus que dans le contrôle, plus que dans la correction de quoi que ce soit, etc. Et t'as des frères et sœurs. J'ai une grande sœur. Ok. Ouais. Elle n'a jamais Aucun problème de communication, alors qui est extrêmement timide aussi. Mais mes parents le sont aussi beaucoup. Ok. Donc je crois que la timidité est assez héréditaire et caractéristique de notre famille, un côté très réservé, où ils détestent. Enfin, je pense que ma sœur, autant ma sœur que mon père que ma mère détestent prendre la parole en public. J'ai jamais eu l'occasion de leur faire un coaching d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Ah, ça pourrait. Donc on parlera peut-être de coaching à un moment, mais est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose? Non, il n'a pas envie de faire. Une demanderait. Si tu sais que ça m'arrive avec des étudiants dans des cours, les cours sur l'IFA, tu vois, en école. Donc, Ou t'arrives à leur faire des choses qu'ils ont pas envie de faire. Non, c'est-à-dire que quand j'arrive au début, ils sont pas contents. Ils entendent le mot creuser par en public, il y a un rejet presque schématique et flemme, à être horrible comme cours. Et j'arrive à les convaincre que ça va être cool par la dynamique que je vais créer et à créer de l'attrait sur cette matière. En tout cas, je trouve que cette partie-là, tes parents écoutent les podcasts que tu fais? C'est possible, ouais, c'est probable. C'est pour ça que tu vois que je suis très élogieux. Je me sens sous la menace. En fait, depuis tout à l'heure, en fait, ils étaient hyper chants. Oh, c'est rien. Oh, ils sont, non, parlons plus. Non, mais ils ont été hyper intelligents, et je trouve que c'est aussi cool. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont également parents, où on fait de sujets certaines choses et en fait, peut-être qu'on les accentue sans le vouloir. Là, je trouve qu'ils ont été hyper cool. En tout cas, ça t'a bien servi. Donc, c'est aussi, bien de remarquer qu'il n'y a pas qu'une méthode qui fait que ça fonctionne. Peut-être que d'en parler, ça m'aurait, peut-être que le fait de le voir comme un problème, ça m'aurait mis moi-même dans une stigmatisation sur le sujet. Peut-être que j'en aurais fait une part de mon identité. Ça aurait été plus complexe. Ou peut-être que ça aurait permis de résoudre ça plus tôt. J'avoue que j'en sais rien. Mais, bon, le fait est qu'aujourd'hui, ça va. Je suis très heureux. Tu t'en sors plutôt pas mal depuis tout à l'heure. On va te mettre des pièges tout le long du podcast. Je serais ravi de les éviter. Et la timidité, tu disais, t'as un peu dit, t'as dit j'ai failli te la poser, donc c'est bien, j'ai l'impression qu'il est connecté. Est-ce que c'est héréditaire? J'ai l'impression que t'as l'impression de dire que c'est en tout cas dans ta famille, c'est il y a une constante, c'est la timidité. J'avoue que je ne fais ni de génétique ni quoi que ce soit, donc je sais pas si c'est héréditaire, si c'est lié à l'éducation, à l'environnement, à la culture. J'avoue que j'en sais rien. C'est une très bonne question. Il faudrait que je creuse parce que c'est un sujet que je traite, donc ça pourrait être cool de le savoir. En tout cas, dans ma famille, tout le monde est très timide, très aussi, je dirais, très pudique. Réservé. Très réservé, tu vois, de pas faire de vagues, ne jamais, tu vois, on m'a jamais renvoyé un plat au restaurant, on m'a jamais dit au coiffeur que la coupe n'est pas bien, hein, mais tu vois, dans des choses aussi anodines que celle-ci. Et je crois que d'ailleurs, c'est encore un peu mon cas aujourd'hui. Simplement, quand je prends la parole en public, je dirais,
je rentre dans un autre mode, tu vois, où j'incarne quelque chose, j'incarne une posture, presque un personnage, entre guillemets, même si j'essaye de rester proche de ce que je suis. Mais on n'est jamais vraiment ce qu'on est en public parce que c'est pas une situation naturelle en soi. D'accord. Donc, ouais, je pense que je suis encore toujours assez timide, tu vois. J'en parle souvent, je crois que j'ai déjà parlé dans un podcast où je parle des subpersonnalités. Je sais pas si Ok. tu vois ce que c'est? Non. Ou des fois, alors j'explique la confiance comme ça aux gens. J'étais dans une école là il y a quelques jours en Corse où on expliquait de la confiance en soi. Ok. Et j'expliquais que si on prend la confiance en soi comme elle est dans l'estime de soi, blablabla, on va pas faire un cours là-dessus. Mais en fait, ce qui était cool, c'est de voir quelles sont les composantes de la confiance en soi qu'on estime être importantes pour nous. Et grosso merdo, si être en famille, il faut que j'ai un niveau de confiance sur 10 et que en fait, toutes les composantes de ma vie montrent que je ne suis pas confiant parce que mon niveau est pas cool, c'est peut-être les composantes de sa vie qu'il faut changer. Et pour revenir sur les supersalités, c'est un exemple que potentiellement je donne relativement souvent, même si ça peut vite devenir Matrix, c'est qu'en fait, comme tu disais, on n'est jamais la personne qu'on imagine tout le temps. Moi, par exemple, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis papa. Bien sûr. Je suis le papa de Roméo et Célène. Quand je suis avec ma femme et qu'on est que tous les deux en week-end, je suis le mec de cette jolie femme avec qui je suis. Chacun des rôles, sont des rôles, pas au sens théâtral, mais au sens utilité. Et donc, on est la somme des rôles qu'on joue le plus souvent. bien sûr, ouais. Ça, je pense que c'est un exercice cool à faire aux gens. Ouais, et c'est hyper intéressant. Et tu vois, je suis pas sûr que ce soit un vrai bon objectif de aller chercher une confiance en soi absolue. Ouais. Parce que je crois qu'elle est très contextuelle. Ouais, bien sûr. Il y a des moments où je suis très en confiance d'aller prendre la parole en public, et il y a des moments où je le suis pas parce que c'est pas le même environnement, c'est pas le même public, c'est pas le même niveau de connaissance sur le sujet. Il y a plein de facteurs. Du coup, des supersonnalités, je pense qu'on n'est pas, on est tous plusieurs sommes de ces personnalités-là. Et je pense que c'est cool que les gens se rendent compte que, là, comme tu disais, il y a la confiance en soi. Globalement, on peut avoir un truc, globalement, une estime haute. Ouais. Mais qu'à certains moments, c'est normal de pas avoir forcément Plein confiance. de moments, il y a encore des moments où je prends la parole où j'ai pas confiance en moi sur le moment. Tu vois, le dernier exemple que j'ai en tête de ça, c'est je donnais une conférence, je crois que c'était en juin dernier à Toulouse, aux Rencontres de l'Esprit Critique. Okay. Et je suis devant un auditoire qui est composé quasiment exclusivement de docteurs dans des sciences dures. Et toute la journée avant moi, en conférence, ne sont passés que des docteurs en sciences dures. Et donc moi, j'arrive, pas docteur, sur un soft skill, devant une audience qui est très factuelle, très basée sur les études, etc. Ouais. Moi, j'arrive avec une très, très grosse peur de passer pour quelqu'un qui fait du bullshit. Ce dont je sais pertinemment que c'est pas le cas. Mais j'ai quand même cette crainte au fond de moi qui fait que j'arrive pas en confiance. Et après, une fois que j'ai passé ce filtre-là et que j'ai vu que le début s'est bien passé, mais à la limite, quand ça arrive, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je m'adapte à mon audience. Et donc, j'ai fait un discours qui était très précis pour cet auditoire-là. Et ça m'a donné un peu de confiance aussi. Là, tu dirais que tu es encore timide aujourd'hui ou est-ce que ça fait toujours partie de ton identité? Ouais, je pense. Toujours. En public, ouais, non, mais en fait, je dirais que je suis plus pudique que timide. Non, je pense que je suis encore assez timide. J'ai encore parfois une petite gêne quand je rencontre une nouvelle personne ou des choses comme ça. Ou même en public, tu vois, je suis pas quelqu'un de très grandiloquent quand je prends la parole en public. Je vais pas aller faire des grands gestes ou des voix très particulières. Par exemple, tu vois, je pense que je serais un très mauvais comédien au théâtre. Ok. Ça implique une autre posture qui me demanderait de passer encore plus ma timidité. Tu sais qu'à aucun moment on s'est vu pour la première fois il y a quelques minutes maintenant. À aucun moment, si je savais pas que tu étais timide et que tu j'arrive à le feindre maintenant. Franchement, à aucun moment le mot, si je te découvre, je me dis pas Corentin. En fait, si tu veux, maintenant, comment je le contre? Je me suis rendu compte que, mais ça vaut même dans des groupes, quand j'arrive en entreprise, quand j'arrive en école, n'importe où, je me suis rendu compte que c'était beaucoup une question de dynamique sociale, plus qu'autre chose. Et donc maintenant, quand j'arrive dans un contexte que je ne connais pas forcément, par exemple ici, je vais essayer très vite de créer une dynamique qui fait que je me sens à l'aise. Donc, tu vas donner beaucoup d'énergie. Je vais essayer d'être le plus avenant possible, le plus aussi m'intéresser aux autres, etc., pour que ça me mette en condition. Comme quand j'arrive dans une classe, dès le départ, j'essaie de créer une dynamique qui fait que je serai à l'aise dedans. Donc, j'essaie de pas trop me faire imposer des dynamiques. C'est hyper intéressant parce qu'il y a pas très longtemps, on m'invite dans une soirée. La personne qui m'invite ne peut pas venir. Lolita, si tu me regardes sur ce podcast, ne peut pas venir. Et elle me dit, vas-y Roger, vas-y. Alors, naturellement, les gens pensent que je suis quelqu'un de très extraverti. Ok. C'est l'image que les gens ont rapidement moi. Alors, comme tout le monde, je ne suis ni extraverti ni introverti. Je suis une somme des deux. Et elle m'appelle et elle me dit le lendemain,
Mais est-ce que tu as parlé avec Tac? Tu sais quoi, franchement, je lui ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait discuter avec cette personne. Donc, j'ai décidé de pas y aller, de pas l'embêter là-dessus. Elle me dit, mais en fait, t'es un peu timide. J'ai fait, mais oui, en fait. Genre, c'est un vrai gap après. Hein, aller dans une soirée tout seul, il y a un truc très intimidant. Surtout qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est aussi, est-ce qu'en fait, il y a le fait de l'image des gens qu'on a qui, en fait, comptent. Je trouve que c'est plus facile d'assumer le fait d'être timide que d'assumer le fait d'être un peu extraverti, que de temps en temps, bah, tu as le droit de pas l'être. Ouais, tu vois, complètement. On parle toujours de la timidité, c'est compliqué à gérer tout, mais quand tu es, entre guillemets, assimilé extraverti et que tu es timide, on trouve ça bizarre. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. On trouve ça bizarre. Bah, attends, mais t'es un mec hyper cool, tu discutes facilement avec les gens. Je presque croire que c'est contre moi, parce que d'habitude, c'est sympa, et là, tu l'es pas. Et là, c'est en mode genre, mais comment c'est que tu veux pas y aller? Ou on pourrait prendre ça comme de la, comment dire, comme le fait d'être un peu pédant. Ah, ok, la redance. En mode genre, il est pas, bon, il est venu, mais il nous a pas parlé. Okay. Alors qu'en fait, il y a des moments où, tu sais, t'es en mode, bah, ok, là, c'est hyper cool, c'est fluide. Il y a des moments où tu dis, bah, en fait, j'ai envie d'aller lui parler. C'est intéressant. Mais finalement, là, maintenant, tout de suite, quand tu disais, contextuellement parlant, je sais pas comment faire pour attaquer. Intéressant. Tu vois, parce que ça fait écho à une notion rhétorique qui s'appelle l'éthos. Ok, c'est déjà entendu ce mot-là. Alors, moi, j'ai entendu grec. C'est l'image que tu renvoies. C'est la raison pour laquelle on va t'écouter, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es. Et en gros, il y a deux choses. Il y a l'image avant de parler. Qu'est-ce qu'on sait de toi? Qu'est-ce qu'on pense de toi? Quelle image tu renvoies? Et une fois que tu as commencé à parler, comment cette image-là, elle évolue? Et là, en fait, comme tu as un ethos qu'on appelle donc prédiscursif avant de parler, comme tu as un ethos de personnes extraverties, tu as une image que tu renvoies dont on attend des comportements et des choses. Exactement. Et dont le discours vient les invalider. Et ce qui crée du coup une dissonance entre les deux. Donc soit il faut changer ton image avant, pour moi paraître ça, soit il faut l'assumer dans la continuité. Voire même peut-être, alors là on rentre dans la psychologie, mais c'est peut-être l'image que moi je pense avoir perçue, tu vois. Ah, alors ça c'est tu veux une petite technique en soirée. Je pense que tout le monde veut cette technique. C'est vraiment un de mes trucs préférés, notamment quand j'ai des soirées d'ailleurs où je connais personne. Je fais un super jeu, enfin super, bon, tout est relatif. J'ai une vie très amusante. Quand j'envoie une des premières questions, notamment en contexte pro, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et très souvent, donc d'abord, première chose, je demande à la personne d'abord, comme ça. Je sais qu'une fois qu'elle a fini, elle a dit ce qu'elle avait à dire, notamment en networking, elle est pleinement présente pour m'écouter. Et donc, une fois qu'elle a fini, elle va me dire, bah, et toi, tu fais quoi? Et je réponds toujours, bah, là, de ce que tu as perçu dans notre discussion, à ton avis, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ah, t'es le mec chiant qui pose la question. Je te jure que c'est génial, parce que, en fait, la personne, elle se met à formuler des hypothèses par rapport à ton comportement. Ouais, je vois ce que et donc, en fait, t'apprends toutes les choses. De toute façon, je m'arrête au bout de 10 secondes si je vois que ça fait chier la personne. Alors, je fais du combien? Je fais chier, bien sûr. Mais en vrai, tu vois, la personne, elle va faire des théories et du coup, tu apprends plein de choses sur ton image. Si elle te dit, bah, t'as l'air hyper extraverti, t'as l'air hyper avenante, peut-être que t'es dans le service. Déjà, t'as appris que t'avais une image extravertie avant. Ah ouais. À l'inverse, c'était, bah, t'as pas l'air hyper à l'aise, etc. Ou on sent qu'au premier abord, c'est un peu plus difficile pour toi de discuter. Okay. Peut-être que t'es dans l'informatique. T'es que des clichés. Truc horrible. Je plaisante informaticiens. Désolé, pas les informaticiens. Je plaisante, je peux aussi parler avec des clients, donc c'est même pas vrai. Mais tu vois, et en vrai, c'est un bon moyen pour appréhender un peu l'image que tu peux avoir avec une personne qui n'a pas d'a priori sur toi, mais ce qu'elle sait sur toi. Ah, hyper cool. Je sais que ça, c'est un truc que les femmes font généralement. Tu me donnes quel âge? Alors là, c'est ce piège qu'il faut dire le plus loin possible. J'ai pas le temps d'ailleurs, tu me donnes quel âge? Alors, je vais te donner quel âge on peut lui donner. Mettez en commentaire quel âge on donne aujourd'hui à Corentin. Donc, alors, je testerai cette technique. Écoute, tu m'en feras. Dès demain, ça se trouve. Si on continue cette timidité-là, aujourd'hui, donc t'es timide, mais c'est plus un trait de caractère qui te caractérise. Non, c'est plus quelque chose que je mets dans mon identité en soi. Enfin, en tout cas, c'est pas le premier mot qui me vient. Maintenant, ça m'arrive encore. C'est surtout quand je suis avec des gens. En fait, c'est presque quand je suis avec des gens qui le sont aussi. Où du coup, moi, j'ai beaucoup d'empathie et donc je le ressens énormément. Donc, ça me met aussi moi dans un manque d'aisance. Donc, c'est très contextuel, c'est très lié aux dynamiques sociales. Encore une fois, à la relation que j'ai avec ta personne. Mais j'arrive globalement à m'en sortir pour pas vraiment le ressentir au quotidien. Donc, t'es la preuve vivante que la timidité, c'est quelque chose ouais, ça doit être guéri. Je sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, ça se surmonte. Si on le vit comme un problème et que ça nous bloque dans des opportunités ou dans des choses, je crois que ça se surmonte à un niveau suffisant pour nous permettre de faire ces choses qu'on n'arrive pas à faire. En disant ce que je vais dire, c'est plus de l'intuition qu'autre chose, mais j'ai l'impression que t'es aussi très observateur
de la manière dont les humains interagissent, parce que je l'ai beaucoup fait. Ouais, j'ai déjà noté plein de choses. Dans 2 secondes, vous allez voir des profiles. Parce que moi, je l'ai beaucoup ce truc-là. Donc en fait, les gens qui sont hyper observateurs, tu vois aussi rapidement. Et forcément, pour réussir à comprendre les techniques, faut observer. T'as eu ce truc-là depuis relativement jeune? Ouais, bah, je crois que c'est intimement lié à la timidité. En fait, ça, tu vois, ça a deux vertus géniales en prise de parole, la timidité. La première, c'est que, effectivement, tu es très observateur parce que tu es souvent dans l'écoute et donc tu comprends mieux les gens et donc tu comprends mieux tes publics quand tu vas leur parler et donc tu es plus convaincant parce que tu n'es jamais aussi convaincant que quand tu comprends ton public. Et la deuxième chose, c'est que tu as l'humilité de te préparer et de travailler. Et comme dans tous les domaines, bah, en travaillant, tu deviens meilleur que celui qui ne travaille pas, même si à la base, il avait un peu d'avance, entre guillemets, naturellement ou culturellement. Et donc sur ces deux branches-là, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et ouais, je continue à énormément analyser. De toute façon, dans mon métier, j'analyse tous les jours. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Je crois qu'on est un bon orateur quand on est humble et surtout quand on fait attention à son public et qu'on est là pour lui parler et pour lui dire quelque chose et pas juste pour soi. C'est insupportable d'écouter quelqu'un qui parler. Et puis c'est chiant. Moi, revenir tout le temps à soi, c'est hyper chiant. Ouais. C'est un vrai problème. Hein. Aujourd'hui, tu remarqueras, fais le test. On tourne ça avant Noël, mais sera sûrement publié après. Mais fais le test à un repas de Noël. Tu remarqueras que les dialogues sont devenus des juxtapositions de monologues. C'est moi, je suis allé en Espagne. Moi, je suis allé justement en Espagne. C'était il y a encore 2 jours. Et bah voilà. Alors que la meilleure discussion, c'est celle où on t'écoute. Et est-ce qu'il y a une technique là-dessus? Parce que il y a un moment, il y a une juxtaposition, comme tu disais, alors moi, je te raconte mon histoire. Toi, tu me racontes mon histoire. Ouais. Est-ce que, un peu, et après, c'est un peu guerre de qui aura l'histoire, là. Alors, celle qui, je vais dire ça autrement, mais pour qui l'histoire sera la plus intéressante ou à qui est-ce que l'autre va donner plus de crédit à l'histoire de l'autre? Parce qu'il y a une technique. Même dans du résotage, tu vois, t'as pas fait ça. Ah, ça dit totalement. Ouais. Ah, moi, j'ai ça, machin. Et ça devient un combat d'ego plus qu'une discussion, un échange, totalement. Ma technique, elle se résumerait à te dire, intéresse-toi aux gens, tu vois. Peut-être fais un podcast. Écoute. Tu vois, un podcast, je pense être host d'un podcast, je pense que c'est un super exercice pour ça parce que ça te force à être dans l'écoute. Tu sais que si tu as un bon podcast, tu dois aussi être dans l'écoute et relancer, etc. Et je pense que ça te pousse à t'intéresser profondément à ce que disent les autres. Et je crois qu'il y a surtout une chose, si je mets de côté l'écoute qui est une évidence, c'est le silence. Il y a un vrai rapport au silence qui est devenu difficile aujourd'hui, que ce soit dans une discussion. Le silence est vécu comme une gêne. Alors maintenant j'ai cru comprendre que tu étais en couple, si ce n'est marié, mais marié 2 enfants. Marié 2 enfants, bon, mais tu connais ce truc-là avant d'aller à un date putain, j'ai peur qu'il y ait un blanc. Parce que le blanc est vécu comme une anomalie de la discussion. On y revient aux anomalies. Donc je crois que accepter le silence, ça peut aussi être un bon moyen d'avoir des meilleures discussions, parce que comme le silence te gêne, si je me tais, t'as envie de parler. Et donc, si je te laisse parler et que je me tais toujours, bah, tu vas creuser de plus en plus en toi. Et c'est par ce silence-là que je vais avoir vraiment le fond de ce que tu penses ou le fond de ce que tu crois et que je vais pouvoir avoir vraiment quelque chose d'intéressant à avoir. Et ça vaut dans une prise de parole. Donc, on est définitivement convaincu que tu n'es plus du tout timide et qu'en plus, il y a de très, très, très bonnes techniques. Les silences, c'est vrai que là, je le fais avec humour, mais les silences, c'est aussi un truc qui est hyper utilisé dans la vente. Bien sûr. La vente, c'est le silence est un moment où tu te tais, tu écoutes. Et là, tu laisses la personne en face qui va parler le plus, qui va parler le plus longtemps ou qui va donner l'information. Donc, c'est le silence sous-côté. Ouais, et même dans un discours. Hein. Un silence, ça fait toute la différence. C'est ce qui différencie le bon orateur de l'excellent. Bah, c'est savoir les mettre au bon endroit. Par exemple, moi, je sais que je les mets pas au bon endroit, je crois. Ouais. Bah, faut les choisir, les subir. De plus en plus, je choisis. Je fais des vidéos un peu face cam, donc on fait très peu de cuts, pour avoir une vraie. Ça demande une manière de communiquer qui est en fait totalement différente. Si tu veux une technique très simple qui tient en une phrase, c'est tu mets des silences là où à l'écrit tu mettrais des virgules, des points ou des solides lignes. Ok, c'est aussi simple que ça. Si t'as une virgule, c'est un micro silence. T'as un point, c'est un silence un peu plus long, et un seul ligne, c'est un silence très long. Si t'as pas de silence, c'est comme si tu m'envoies un mail comme ça, sans aucun seul ligne, aucune virgule, aucun point, rien. Et donc ça passe par réapprendre à finir tes phrases et réapprendre à structurer en partie, etc., etc. On va aller là-dessus. Franchement, on va aller dessus. Si on continue sur ton parcours. Donc l'école se passe plus ou moins bien. J'ai l'impression, en tout cas, la première partie. Dire, malgré peut-être une spécificité sur le parcours qui
qui continue jusqu'à 20 ans. Il se passe quoi à 20 ans qui fait que En fait, ça change quand j'ai 18 ans, je rentre en fac de droit, du coup. C'était un format un peu particulier où ça s'appelle une prépa droit éco, enfin prépa D1. C'est un format où tu es en même temps en prépa et à la fac. Donc, tu fais la fac classique, elle est en droit. Et à côté, tu as 15 heures de cours en prépa. Et quand je suis en classe de prépa, il y a 2 étudiants qui un jour arrivent dans la salle et étaient membres de l'association d'éloquence de la fac et nous présentent le concours d'éloquence. Et j'avoue que je ne sais pas par quel miracle d'éloquence ils ont réussi à me convaincre de m'y inscrire, alors que j'étais vraiment le dernier qui allait s'inscrire au départ. Je crois que je me suis aussi chauffé parce que j'avais un pote qui m'avait dit vas-y, je te coach et tout. Lui était déjà plutôt bon. Et donc je me suis inscrit à ce premier concours d'éloquence et ça a été le tournant de ma vie, vraiment. Parce que c'est là que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et le premier tour s'est déroulé. Ça se passe comment? Ouais, un concours d'éloquence, ce tour-là. Alors, en général, cet élément-là, en fait, son parcours. c'était un concours qui est un concours juridique, entre guillemets. En gros, tu as un cas pratique et tu joues le rôle d'un avocat, tu dois défendre les 2 parties, globalement. Et donc, tu as une semaine de préparation. Donc, tu as un sujet, ta partie, ok. Et donc là, pendant une semaine, je prépare mon discours. En fait, normalement, les gens, en général, ils prennent 4-5 jours pour écrire et 2 jours pour préparer l'oral. Moi, je prends 2 jours pour écrire et 5 jours pour répéter toutes les phrases. Vraiment, je passais des heures et des heures devant mon pote. On prenait une salle à la fac et je répétais les phrases, etc. Pour essayer d'avoir quelque chose qui tient à peu près la route. Après, je précise que c'est de la lecture à voix haute, quoi, parce que j'aime. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Et en fait, le premier tour se passe pas trop mal, mais pas non plus trop bien. Je fais un discours qui est ok. Et miraculeusement, je passe le premier tour. Et moi, ce qui me fascine, c'est que quelques années après, j'ai parlé avec un des membres du jury, qui après est devenu un ami parce qu'on s'est rencontrés. Et il m'a dit à l'époque, t'as failli pas passer, ça s'est joué entre toi et une autre personne. Donc, il y avait à peu près 5 personnes qui passaient. Et il hésitait entre moi et un autre. Et ils se sont dit, bon, lui, le fond est cool, il y a du potentiel. Donc, on va faire passer. Et je trouve ça fou parce que je me dis, Ça se joue pas grand-chose. ah ouais, putain, s'ils prennent la décision inverse, qui se joue pour eux à ce moment-là, une décision presque sans importance. Ouais. Et moi, tu vois, des fois, quand je juge des concours d'éloquence, je prends un peu des décisions. Bon, je dis, bon, bah, ok, bon, allez, on va prendre celui-là plutôt que celui-là. Bon. Parce qu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs. Et ça me fascine de me dire, putain, c'est fou comment une petite décision à ce moment-là, elle change complètement ta trajectoire de vie. Et C'est typiquement la question que je pose au début, c'est pour expliquer aux gens. voilà. Intéressant. Quel est le. On peut décortiquer. Alors ça, je le dis pas très souvent, mais c'est quand même un de mes chevals de bataille sur le fait pour les gens qui réussissent au sens large du terme réussir, c'est que on va décortiquer. Quand on décortique, on va dire la persévérance, le travail. On va dire des éléments qui vont être la discipline et on va essayer de généraliser et de faire une sorte de recette de gâteau au chocolat, le meilleur gâteau au chocolat. Et en fait, quand tu... Alors, il y a beaucoup d'aléas. Exactement. Cependant, il y a beaucoup, et généralement, et c'est en tout cas, moi, c'est la philosophie à laquelle je crois le plus, c'est que la réussite, c'est comme une empreinte digitale. C'est parce qu'on a tous c'est parce qu'on a tous une empreinte digitale. Ok. On est des humains pour ça, mais qu'on a une empreinte digitale qui est hyper unique. Et que quand on regarde à la loupe, peut-être un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a justement une aspérité différente qui fait que cette unicité de qui tu es permet à un moment, un timing et c'est pas reproductible. Et des fois, on a des débats sur la chance avec un pote sur est-ce que la chance est un facteur de réussite? Ouais. Pour moi, la réponse est oui. Ça fait pas, Moi, c'est une évidence aussi. ça fait partie ça fait partie du truc, alors qu'il y a des gens qui croient que c'est que le travail, tu vois. Bah, c'est juste que, tu vois, je prends un exemple très con que sont les réseaux. Il y a une part de chance énorme. Maintenant, la chance, si tu veux, je vois beaucoup une vidéo, c'est une machine à sous. Donc, Ouais. une vidéo, elle peut faire 1 million, elle va te faire gagner 10 000 abonnés, comme elle peut flopper. Ouais. Et donc, c'est un coup de chance à chaque fois. Mais bah, tu peux jouer plus que les autres. Exactement. Et donc avoir plus de chances possibles que les autres. Tu peux provoquer la chance, entre guillemets, ou essayer de faire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ou après, c'est la phrase classique de quand la chance viendra, elle me trouvera en train de travailler. Ouais. Tu vois, elle est pas c'est soit Picasso qui dit ça. Elle est pas mal. C'est un peu ça. Et moi, je suis aussi beaucoup inspiré par Navo, qui est le co-auteur de Qu'est-ce que j'en dis, qui est très connu et tout, et qui disait que globalement, la chance, en fait, elle va arriver à un moment. Tu vois, je sais pas quand. Mais en fait, la vraie chance, c'est au moment où elle arrive, d'être prêt, d'être bien. Et donc, il a dit, bah, la seule solution, c'est tu fais tout ce que tu fais, tu le fais bien. Et comme ça, le jour où la chance, elle arrive, bah, t'es sûr qu'il y a T'es sûr de pouvoir la prendre et de démonter dessus et partir en balade. Ah ouais. Et prenez l'exemple du monteur de Bref. C'est un mec qui faisait des montages de mariage. Et il y a un jour, Kenny l'appelle pour faire son mariage. Et il se dit, bah, ce mec-là, il aurait pu s'en foutre. Faire un montage un peu pourri, il passer pour un mariage, je m'en fous un peu, je mets les choses bien. Il l'a fait comme si c'était le dernier Marvel. Et il le fait à fond.
Et c'est ce jour-là, il y a eu un coup de chance, et Kylian, après, il a signé bref. Et quand il a eu bref, il a appelé ce mec-là. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu vois, il aurait pu se dire, ce mec-là, il avait mal fait. Il aurait pu se dire, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance dans ma vie. Bah non, c'est qu'au moment où il était là, L'exemple est dingue. Et si je reviens sur la Dobali, alors en tout cas, je la connaissais pas, mais elle est très belle l'histoire. Si on revient sur l'anomalie d'être choisi à ce moment-là, qu'est-ce qui ensuite donc, quand t'es choisi il passe ce premier tour-là, donc je fais, ok, c'est trop beau, j'ai été pris, et surtout, j'ai pris un peu de plaisir. Ça a été beaucoup de douleur, Ouais. mais j'ai pris un peu de plaisir quand même dans le processus. Aussi par le plaisir de la qualification. Et donc, je suis qualifié au deuxième tour. Là, pareil, on recommence. Mais là, je me dis, bon, il reste que les meilleurs. Donc, en gros, au départ, il devait y avoir 40 personnes. Ils en gardent 15 pour le deuxième tour. Et après le deuxième tour, ils en gardent 4 pour la demi-finale. Je me dis, bon, ça va être dur de faire 4 sur 15, sachant que c'est que des gens maintenant qui ont été qualifiés. Et je travaillais comme un fou. J'étais quand même assez content de mon texte à l'époque. Je faisais beaucoup de jeux de mots. Travailler comme un fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la semaine, je devais passer 30-40 heures. Ok. Ce qui est pas dégueu pour juste un discours de 5 minutes. Ouais. Donc c'est comme c'est pas mal. Donc tu savais que t'étais potentiellement pas pris, mais t'as quand même joué le jeu de parce que alors, c'est une facette de ma personnalité que je te dévoile maintenant, c'est que je suis très obsessionnel. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de fermeture, c'est-à-dire que quand je commence quelque chose, j'ai bien que ce soit fini, et je fais vraiment les choses de manière très intense. Par exemple, c'est un vrai problème sur le montage vidéo, c'est que quand je commence un montage, j'ai envie de le finir tout de suite. Mais quand c'est un montage de 100 heures, je peux pas. Mais du coup, je me retrouve à faire des journées de 8h à minuit sans manger parce que j'ai envie d'aller au bout du truc, tu vois. Mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre plein de choses. C'est quoi? C'est du TDAH? J'en sais rien, je suis très peu diagnostiqué de rien. J'ai même de mon médicament, des fois. Mais non, je sais pas, c'est juste que je sais pas, c'est peut-être une addiction à l'envie de voir le truc exister. Tu vois, cette envie d'aller au bout du truc. Bon, alors moi je l'ai pas sur les trucs en vidéo, mais par contre je pense que le côté obsessionnel, je pense que en grande majorité, tous les gens qui arrivent à faire des trucs globalement, c'est hors normes, au sens ce sont le cas dans lequel ils sont. Ouais. On est tous. Ma femme elle dit que je suis passionné de la passion. Tu vois, genre en mode t'y vas et le mec il va à fond et il lâche pas l'affaire, il lâche jamais l'affaire. C'est un peu ce que c'est un peu ce que tu sais. C'est aussi un truc de, tu vois, par exemple, quand je lis un livre, je peux pas m'arrêter au milieu de. Ouais, je vois ce que tu veux. Je peux pas, quand je fais un montage, je peux pas m'arrêter au milieu d'une partie. Me dire, voilà, je finis demain. Non, je finis cette partie-là, je peux pas, tu vois. Bon, au revoir, si tu t'arrêtes, tu sais que tu vas pas revenir parce que tu dis, faut revenir. Ouais, exactement. Exactement. Donc, bon. Et, pardon, je sais plus pas. Oui, donc, voilà, j'ai bossé énormément pour le deuxième tour. Mais à l'époque, déjà, en vrai, je le faisais beaucoup pour m'amuser aussi dans mes textes. Je prenais beaucoup de plaisir. Et j'avais une façon de travailler où, moi, je vois beaucoup la prise de parole comme un truc stratégiquement ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que je vais toujours essayer de faire un truc qui est un peu différent, qui est un peu audacieux, dans la limite du cadre évidemment, mais je vais jamais faire un truc un peu middle pour pas prendre de risques. Donc je faisais des trucs, tu vois, par exemple, je me disais, un jeu de mots c'est un peu ringard, 2 jeux de mots c'est ringard aussi, 3 ça l'est encore un peu, 57 en 5 minutes, ça devient une performance. Et donc je pousse le curseur très loin pour espérer me démarquer. Peut-être que je serai éliminé, mais au moins on sera rappelé de moi. Il sera mémorable. Je serai mémorable. Le but c'est qu'à la fin, quand les jurés décident, ils se disent, Corentin, ah oui, le mec qui participe pour. Ouais. Et moi, c'était le mec qui faisait des jeux de mots. Et donc, je fais ce deuxième tour et contre toute attente, je passe en demi-finale. Et après, je perds en demi-finale, mais donc je termine troisième. Mais tu vois, les 2 premiers tours, c'était dans une petite salle, t'as les jurés, t'as quelques étudiants. Demi-finale, on arrive je suis en robe d'avocat, devant 400 personnes. Peut-être moins, 200. C'est mon côté éloquence, on est tout exceptionnel. Il y avait 7000 personnes. Ça, c'est un vrai réflexe que j'ai. Je dis souvent la semaine dernière alors que c'était il y a 3 semaines. Parce que la proximité fait que, bref. Donc, je fais la demi-finale et je perds en demi-finale, mais très content. Et à ce moment-là, je rejoins l'association d'éloquence. Ils me proposent, parce qu'ils proposent en général un demi-finaliste. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à passer ma vie à faire des concours d'éloquence. Là, ta vie, elle change. Là, à ce moment-là, ouais, vraiment, je me rends compte que je peux faire un truc que je pensais pas être possible. J'ai un boost de confiance énorme parce que c'est assez marrant, mais aux États-Unis, tu fais des concours d'éloquence, c'est un truc un peu nerd. C'est pas cool. Tu vois. En France, c'est l'équivalent d'être capitaine de l'équipe de football, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Surtout dans ma fac, il y avait quasiment aucune asso étudiante, donc c'est le seul événement un peu de l'année, quoi. Donc c'était cool. Et c'est le danger aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent à cause de ça dans un ego surdimensionné, une arrogance forte. Et la frontière est très vite arrivée et très vite dépassée. Parce qu'il y a une sorte de reconnaissance. Ouais, c'est un truc de reconnaissance, parce que tu peux très vite confondre
un compliment sur ton travail, un compliment sur ton être. Ah, ok, d'accord. Et donc, tu peux très vite croire que parce que tu as passé un cours d'éloquence, on considère que tu es une personne géniale et qui a plus de valeur que les autres. Alors que non, tu es juste bon sur un exercice. Tu vois. Ok. Et donc, cette confusion-là, je pense, d'identité qui fait que. Et puis, c'est le côté. Et puis, il y a les gens qui, en fait, t'es devant une assemblée et les gens, en plus de ça, valident ou peuvent aussi invalider le fait que tu C'est vrai aussi. Voilà. Dans la même manière, ça peut te détruire aussi. Donc, c'est le risque. Mais donc voilà, je rejoins cet assaut-là et donc là je commence moi du coup à organiser le concours pour les étudiants l'année prochaine et je fais des concours un peu plus relevés parce que c'est souvent des concours qui sont entre les gens des assos justement. Ok. C'est une fois que t'as... Plus relevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des gens qui sont plus expérimentés dans l'éloquence. Quand tu fais le concours interne de ta fac, bah t'as avec tout le monde, avec des gens globalement qui démarrent l'éloquence. Et ensuite je fais des concours un peu inter-assos. Donc c'est que des gens qui font déjà les concours d'éloquence, qui ont souvent gagné dans leur fac et où tu t'affrontes. Parce que, cadre-là. pour donner un petit élément de contexte, tu es quand même aujourd'hui t'es vice-champion du monde de débat francophone et t'as deux fois. J'ai 2 fois perdu en finale. C'est vrai que tu peux le voir, ou alors 2 fois. J'ai gardé 2 fois vice-champion du monde. Ouais. C'est pas mal. C'est pas donc, c'est-à-dire que t'as deux, trois petites notions que là, on pourrait croire que c'est un parcours de quelqu'un qui fait de l'éloquence. Non, t'as fait de l'éloquence quelque chose qui est aussi qui fait entièrement partie de ta vie, qui là pour le coup, en termes d'identification, par les timidités de tout à l'heure et de beg, il y a une belle revanche. Et t'as tout à fait raison, parce que comme je te disais tout à l'heure, je mets plus les timidités dans mon être. Je pense que je le suis encore, mais je me définirai jamais comme ça. Comme un ancien timide peut-être. Ouais, je dirais en ça. Ouais, je pense que je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Pour autant, effectivement, orateur de fait, c'est en tout cas le fait d'être à l'aise en prise de parole publique, c'est une identité que je me fais et je me demande si c'est intéressant. Je réfléchis en parlant. Je me demande si c'est pas quelque chose qui aide aussi finalement au final à progresser, parce que comme tu commences à mettre ça dans ton identité, bah comme je dirais ton cerveau entre guillemets veut être cohérent avec l'identité que tu te construis, bah tu te mets aussi naturellement à être plus à l'aise. Il y a un truc qu'on dit en psychologie, alors je sais pas d'où ça vient, mais tout ce que tu mets derrière je suis, tu le deviens. Ok. Donc si je suis timide, je suis ok. Une petite anecdote que je donne quand même relativement souvent, je crois, je l'ai dit 2-3 fois en podcast, mais moi mon fils il a commencé quand il était au collège ou en primaire, pas au collège, en primaire, il me fait papa je suis timide. Ok, je lui dis t'es timide et je lui dis à quel moment t'es timide? Il me fait à l'école. Je lui dis ok, mais maintenant allons voir où est-ce que t'es pas timide? Est-ce qu'avec ton pote quand tu joues là, est-ce que t'es timide? Non. Je fais quand tu joues dehors avec en bas là dans le square, est-ce que t'es timide? Non. Avec ta sœur, t'es timide? Non. Avec nous, t'es timide? Non plus. Et je lui dis mais en fait pourquoi c'est l'école qui définit tout le reste de la timidité? Et le jour où je lui ai dit ça, bah forcément il est vachement moins timide. Mais en fait je lui ai donné l'opportunité de pas se mettre de cette case dont je suis timide et que t'es timide là. Il était timide à l'école, même avec les gens, ou il était réservé. Ouais, il était alors timide à l'école pour lever la main, pour prendre la parole, pour même avec ses amis un peu sur la retenue, humain un peu. Et je lui ai dit, mais en fait, regarde, il y a qu'un seul endroit où tu es timide. Il y en a plein d'autres où tu l'es pas. Et je pense que ça l'a aidé à se dire, en fait, oui, c'est vrai, c'est pas con en fait. À la maison, je suis pas timide du tout, tu vois. Et je pense que derrière pour revenir à ce que je suis, et quand je dis je suis, tu le deviens. En tout cas, je touche du bois. Si il regarde ce podcast, mon fils. Je t'aime, mon fils. J'espère qu'il regarde le travail. Là, il est un peu petit, il a 11 ans, donc là il royal. C'est évident. Derrière, je suis ce que tu deviens. Donc, si tu répètes, je suis timide tout le temps, que ce soit vrai ou pas vrai, de toute façon, tu vas vouloir être cohérent avec ce que tu disais. Le cerveau, il va être cohérent avec presque ce que tu dis, je suis. Donc, tu cautionnes ce que tu dis. Tu as un effet là-dessus dont je parle souvent, qui est vachement intéressant, qui s'appelle l'effet Pygmalion. Alors, souvent on le confond avec, souvent il est confondu avec la loi d'attraction, que j'affectionne un peu moins. Là, si je le décortique par rapport à ce que tu viens de dire, c'est mes croyances envers moi-même influencent mes actions. Donc, par exemple, je me dis, je suis timide. Donc, mes actions, quand on me propose de prendre la parole, je les prends pas. Je suis timide. Mes actions influencent les croyances des autres envers moi. On se dit, Roger, il est timide, il prend jamais la parole, c'est qu'il doit pas être très bon à l'oral ou qu'il doit être timide. Et les croyances des autres envers moi influencent leurs actions envers moi. Je ne propose pas la parole puisqu'il est timide. Influence tes croyances. On ne me propose pas la parole. Ça confie que je ne dois pas être bon. Mes actions. Et c'est une boucle infernale comme ça. Je pense qu'on peut résumer ça en disant si tu crois que tu es capable ou non, de toute façon, tu as raison.
Et c'est genre, donc en fait, finalement, si je suis capable, bah, tu penses, même si c'est pas vrai, bah, c'est d'accord. Une phrase que je fais souvent aux gens avec qui je bosse, quand ils me disent, ah, mais je suis pas capable, un truc comme ça, je leur dis que ton vœu soit exaucé. Que ta volonté soit faite. Que ton vœu soit exaucé. Ils font, ah non, t'es un enfoiré. Je fais, attends, tu me dis que c'est pas possible. Ouais. Bon, bah, que ton vœu soit exaucé. Genre, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que ce soit ce que tu prédis là, maintenant, tout de suite? Ça va se vérifier. Ou pas? Carrément. En quoi tu décides de croire? Est-ce que c'est, je ne suis pas capable de faire ça, que ton vœu soit exaucé? Et là, ça t'énerve et tu dis, mais, oh, espèce d'enfoiré. Ou alors, je suis pas bête. Vas-y, mais que ton vœu soit exaucé. En quoi tu décides de croire? C'est la petite chose qui l'énerve de temps en temps. Un sujet, ouais. Donc là-dessus, donc ton nom change, tu découvres la fameuse tribu des gens qui aiment parler. Et en plus, t'en fais des concours. Comment ça commence à continuer après ça? Du coup, bah, je fais un premier. En fait, quand j'étais. Mon premier concours, j'ai perdu en demi-finale parce que c'était un concours juridique. C'est des cas pratiques. Et globalement, je faisais tout sauf du juridique. Je faisais des blagues, je faisais des trucs, etc. Et donc, le jury, en demi-finale, il est un peu plus corpo, entre guillemets. C'est des avocats. Donc, ils sont un peu plus attristés qu'ils n'aient pas fait de droit, je dirais. Donc, c'est pour ça que je perds à ce moment-là. Et donc, après, je m'inscris à des concours d'éloquence plus classiques où c'est des sujets, qui ressemblent à des sujets de bac philo et que tu traites pas comme un sujet de bac philo. Et donc, j'en fais un premier qui se passe bien aussi. J'en fais un deuxième, un troisième. Enfin, vraiment, j'ai dû en faire, je fais entre 20 et 30. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et après, arrive ce moment où je commence à faire du débat aussi. Donc, avec le championnat du monde de débat. La première année, j'y vais, je me rétame complètement. Je suis éliminé dans les avant d'aller là-dessus, tu peux non, c'est moi qui t'ai pas introduit là-dessus sur le fait de faire des débats. C'est quoi le format? C'est quoi? Oui, c'est vrai que je pars d'un postulat qui est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui ne connaissent pas ça, qui en entendent parler. Ouais. On va y venir au fur et à mesure du podcast, mais il y a quand même l'art de prendre la parole, en cas de savoir exprimer à l'oral d'une certaine manière qui nous conviendrait dans l'image qu'on peut avoir ou de ce qu'on veut en faire. C'est hyper important et on est de plus en plus confronté à ça. Donc forcément, il n'y a pas de cours pour devenir être entrepreneur à l'école. Et alors qu'on passe, il commence à en avoir, mais relativement tôt. Ou comment utiliser sa mémoire alors qu'on passe notre temps à l'école. C'est à peu près le même délire, hein, alors qu'on part tous les jours et qu'on utilise notre mémoire tous les jours. Le débat, je pense qu'on a déjà entendu parler. Ouais, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de C'est quoi ce format? En fait, c'est du débat politique. En gros, c'est du 4 contre 4. Okay. Il y a deux équipes, une équipe qui joue le rôle de gouvernement, une équipe qui joue le rôle d'opposition. Et une heure avant le débat, tu tires au sort l'une des deux équipes, et on t'impose un sujet, par exemple. Ce gouvernement souhaite, le classique, rétablir la peine de mort. Et donc, t'as une heure pour préparer le débat. Le gouvernement, il va être pour rétablir la peine de mort. L'opposition, elle va s'y opposer. Et t'as une heure en équipe. En fait, c'est le championnat du monde, c'est individuel. Donc, t'es au hasard avec des gens dans ton équipe que tu ne connais pas et qui viennent de pays du monde entier. Ce qui est super cool culturellement. Et après, tu as une heure pour te mettre d'accord sur les arguments, te séparer. Il y a des rôles dans l'équipe. Tu as différents rôles que je ne vais pas te développer parce que c'est très long, mais c'est l'idée. Et au bout d'une heure, tu débats. Et après, c'est un format où tu as une personne du gouvernement qui parle 5 minutes, qui se rassoit, une personne de l'opposition qui parle 5 minutes, qui se rassoit, et ainsi de suite. C'est comme au Sénat, en fait. Et c'est un peu comme au Sénat. C'est plus assemblée. Ouais, pardon, ouais. Ouais, tout à fait. Ah, ok. C'est une simulation d'Assemblée nationale, exactement. On appelle ça du débat parlementaire. Ok. Ouais. Et donc, c'est super rigolo. Et moi, j'avais un rôle qui s'appelle le secrétaire général. Donc, je passe en tout dernier. Et je suis là. Moi, c'est que de l'impro. C'est-à-dire que pendant l'heure, je fous rien. Et après, pendant le débat, je dois noter tout ce que disent les adversaires, tout ce que dit mon équipe. Et je fais un rapport de fin pour montrer à quel point l'équipe adverse a tort et à quel point mon équipe a raison. En pratique, ça se manifeste en alors vous avez dit ça, voilà pourquoi vous dites n'importe quoi. D'ailleurs, on vous a dit ça et c'est du clash pendant 5 minutes, quoi. Et comparé au format que tu faisais avant, la grosse différence, c'est que tu es en équipe pour le coup là. La grosse différence, alors c'est que c'est en équipe, même si tu es noté individuellement en soi, c'est que c'est beaucoup moins de préparation, parce que tu as une semaine sur les concours d'éloquence classiques, là tu as 1 heure, et c'est du débat, donc c'est pas du tout le même exercice en soi. Là, tu vas avoir des arguments sur un sujet précis, c'est très politique. Tu vas devoir répondre aussi. Il y a une partie question, etc. Il y a de l'interaction. En fait, tu commences toujours par répondre à la personne d'avant. Okay. Donc, il y a une partie interaction. C'est des sujets politiques ou de société. Tu n'es plus dans du politique ou du philosophique. Okay. Tu as un vrai sujet de fond sur lequel il faut réussir à avoir plus ou moins raison. Okay. Donc, c'est pas du tout le même exercice, mais j'ai adoré. Franchement, ça a l'air. On peut voir ça. Ouais, si ça avait. Alors,
C'est marrant parce que j'avais fait une fois une vidéo sur Insta où je disais je suis 2 fois finaliste du championnat du monde et il y a plein de gens qui me disaient ça n'existe pas ton concours, c'est du bullshit ou champion du monde dans ta chambre, adieu. C'est un peu comme bon bref. Mais il y a une vidéo qui existe, il faut aller la chercher parce qu'elle est technique, mais sur la page Facebook de la vie scolaire de l'USI, qui est l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, et donc sur la page Facebook de la vie scolaire. Ça commence à devenir compliqué. Faut creuser. Hein. Et il faut trouver une rediff de live d'il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc on mettra le lien de tu me donneras le lien, on le mettra dans très basse qualité, mais bon, mais du coup voilà, donc sur le moment il y a les lives quand ça passe, mais sinon non, c'était pas très très médiatisé. Là aujourd'hui tu fais encore ou plus du tout? Non, en fait maintenant j'en fais que si. Alors souvent je suis jury d'ailleurs de concours d'éloquence. À un moment il faut aussi savoir lâcher le truc. Maintenant j'en fais quelques-uns quand le format m'amuse. Là tu vois, ces 2 dernières années j'en ai fait 2. Un il y a 2 semaines parce que j'organisais un concours d'éloquence dans une école et à la fin l'école nous a dit est-ce que vous voulez faire un concours d'éloquence des coachs. Donc il y avait les 7 coachs et il y avait un concours d'éloquence là-dessus et j'ai évidemment gagné. Voilà, c'était prévu. Mais voilà, c'était histoire de pas être les profs de PS qui restent au bord du terrain et qui disent allez-y les enfants courez. Ouais. J'ai dit nous aussi on va faire un peu de sport. Et j'en ai fait un autre il y a 2 ans qui est un format très très drôle. Ça, tu peux aller le voir si tu veux à Paris. On s'appelle la Berrier. C'est un format où tu viens, tu as 12 avocats sur scène, tu as une personnalité publique. Ça existe depuis, 150, 200 ans comme truc. Il y a des grosses personnalités qui sont passées. Il y a eu Dali à l'époque qui est venu, il y a Balavoine, etc. Moi, le jour où j'étais, c'était Xavier Niel qui était dans l'audience. Et tu viens et tu fais un discours de 10 minutes. Et ensuite, tu te fais attaquer par les avocats en public pendant 1h30. C'est un vrai exercice de confiance en soi. Ah oui, là, qui est vachement drôle. Mais tu vois, parce que c'est un peu challengeant, je vais pas juste faire un concours classique. Voilà. Mais là, ils t'attaquent sur quoi? Surtout. Ils ont ton CV, ils t'attaquent sur ta personnalité, sur ton comportement, sur tes vêtements, sur ton discours en lui-même. Et c'est un exercice qui est drôle si t'as fait un bon discours. Parce que du coup, c'est le second degré. Si t'as fait un mauvais discours, c'est très gênant pendant longtemps. Et là-dessus, tu en es bien sorti. Et oui, en plus, j'avais négocié. Tu te souviens, mon pote dont je te parlais tout à l'heure, oui, avec qui j'ai fait mon premier concours. On a négocié, on a demandé à faire un discours à 2. Ce qui n'était jamais arrivé en plus de 150 ans de Berrier. Donc ça se passe tous les mois, donc mémorable. Et on a fait un discours à 2 qui s'est très bien passé, on en était très contents. Je t'enverrai la vidéo si tu veux. De ouf. Je peux pas la mettre en public, mais... Moi, je la regarderai en tout cas. Et donc, ce monde du débat, là, t'es officiellement orateur, là. Ça y est, je sais pas ce que ça veut dire. Officiellement orateur. En tout cas, tu as l'opportunité que ta voix soit écoutée. Ouais. Et en tout cas, entendue et d'avoir une audience sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, qui est relativement intimiste et qui finalement se révèle être tout ce qui se faisait à l'époque. Aujourd'hui, on peut prendre son téléphone et être écouté. Là, c'était le côté un peu plus intimiste c'est un peu l'ancêtre de Instagram et de YouTube finalement. Ouais. Le fait de pouvoir parler à une personne. Ouais, et en même temps, tu vois, ça, je crois que c'est arrivé après. C'est-à-dire que les concours d'éloquence, c'est très bien et j'en suis hyper reconnaissant parce que ça m'a offert un cadre dans lequel tester des choses et un prétexte à prendre la parole. Et une crédibilité aussi. Et une crédibilité aussi, ouais, complètement. Tu as complètement raison de dire, regardez, je suis plutôt bon, j'ai eu des prix, donc faites-moi confiance. Maintenant, à ce moment-là, tu n'as pas en soi d'impact sur le public. Tu as un impact qui est plus un impact de spectacle. Comme quand tu vas au théâtre, tu as passé un bon moment. Encore qu'il y a des spectacles qui peuvent te donner un message. C'est après, quand j'ai commencé à enseigner, à coacher, etc., on en parlera plus tard, où là, tous les jours, je parle devant des publics ou devant la caméra, et tous les jours, là, j'ai un vrai impact sur des messages. Comme là, maintenant, c'est trop cool, et c'est pour ça que j'accepte toujours beaucoup de podcasts, parce que c'est une opportunité pour moi d'avoir un vrai impact sur des messages qui me tiennent à cœur, et parce que c'est cool de parler de soi. Comme quel message est important pour toi? J'ai la plein. Le premier, c'est celui que tu as déjà passé un peu de temps là à amener, de dire ça s'apprend. Ouais. Y a pas de fatalité en prise de parole en public. C'est une compétence sur laquelle on peut progresser. Et c'est en ça que j'aime bien mon parcours, c'est que c'en est une preuve. Ouais. Sans pour autant dire que c'est facile, ni que ça va prendre seulement 2 heures avec une formation d'une journée. Mais c'est déjà toujours important pour moi que les gens se disent ok, c'est possible, ça s'apprend. Et ensuite, c'est de pousser les gens à aller prendre la parole, de pousser les gens à se battre pour leurs idées. Et moi, je m'énerve beaucoup contre mes clients, contre mes étudiants. Aujourd'hui, j'en ai marre parce que je passe mes journées à la télé, même sur les réseaux sociaux, etc., à avoir plein de gens qui n'ont rien à dire, qui parlent beaucoup.
Et vous avez plein de choses à dire et vous ne les dites pas, et vous ne parlez pas. Et donc, il y a un vrai combat contre ce sentiment d'injustice presque. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le voient comme une injustice. Moi, je l'ai avec les gens avec qui se bossent, qui disent « je comprends pas ». Alors, du jugement ou de la comparaison, de la colère, ce que tu veux. Hein. Oh non, lui, il fonctionne. Alors que moi, lui, ce que cette personne fait ou elle, ce qu'elle fait, c'est... En tout cas, je juge ça étant moins bien. Par contre, parce que cette personne ose, on l'écoute. Ah ouais. Et je leur dis toujours, mais laisse-les, ils ont raison de le faire. Regarde, des gens comme toi ne s'autorisent pas à le faire. Et puis les conséquences de ça, c'est quoi? C'est ose. Totalement. Prends la parole, toi aussi. Tu vois bien que c'est possible. Il y a pas besoin d'avoir un message, a priori. Bon. Ouais. Mais nous, voilà, c'est d'aller prendre la parole pour défendre ses idées, ses convictions, ses messages, d'oser s'exprimer. Je crois que c'est hyper important. Il y a quand même alors là, tu m'ouvres une porte sur un sujet. On va aller sur ce que tu fais aujourd'hui, sur tes livres. Aujourd'hui, seul pour l'instant. Comment ton livre, excuse-moi, l'art d'avoir toujours réponse à tout. Qui est un très bon titre. Et tu t'en sors plutôt pas trop mal. Tu t'en sors pas trop mal jusqu'à présent. T'as prévu des questions pièges? Non, même pas. J'aurais pu. Ça, il y a un petit challenge. Allez. Et sur cette, en fait, de créer de savoir et de pouvoir revendiquer ses idées, en tout cas prendre. Je pense que celui-là, ça va être un peu philosophique ce que je vais dire, mais je pense que finalement, on n'a plus trop l'habitude de publiquement ou de dire des choses ou d'incarner des idées, parce qu'on sait à quel point ça peut être aussi dangereux de le faire. Il y a beaucoup de gens qui n'osent plus le faire parce que forcément une idée aujourd'hui ça va tellement vite qu'une idée est vite balayée par une autre idée, et on le voit avec les réseaux, hein. C'est les gens en fait c'est à peu près, finalement, si je résume ça comme ça, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, mais comme aujourd'hui le dernier on ne saura pas qui c'est, donc mais est-ce que c'est pas ton regard entrepreneur, ça, dans le sens où effectivement dans le business ça peut nuire à ça, parce que pour autant t'as jamais eu autant d'expression d'opinion qu'aujourd'hui. Alors, il y a des gens je suis totalement d'accord. Il y a plein de gens en fait, on a l'impression que les idées, on revient des idées à l'ancienne, on véhicule des nouvelles idées qui sont basées sur des anciennes, hein, bref. Mais aujourd'hui, se positionner sur une idée, c'est en même temps presque un acte de foi, parce qu'il faut continuer d'y croire, il faut se donner l'opportunité de le revendiquer, mais en même temps, si l'idée change, tu peux potentiellement soit passer pour quelqu'un de stupide et dire, tu vois, il était pas sur la bonne idée, hein, il était pas sur le bon truc. Et comme ça va tellement vite, c'est de se dire, en fait, si je me positionne maintenant dessus et que dans 3 mois ça change et que il y a ce truc de avoir le courage de ses idées, mais avoir le courage de dire qu'on s'est trompé également. Ouais, complètement. Complètement. Et ça, je pense qu'il y a une, c'est hyper dur actuellement, tu vois. Ouais, mais je pense que, parce que aussi, ça, je pense que c'est tout à fait vrai, à la fois pour des idées politiques, et éventuellement peut-être pour des idées type business, parce que, tu vois, si tu commences à dire aux gens acheter des NFT, et au final. Ça va revenir, là. Bon, ça va, et quoi, au final, je connais rien. Alors, je pense à un exemple, mais si il s'avère que finalement ça marche pas, je sais pas où du tout ça en est, ça marche pas, tu dis, j'ai pas envie d'être passé pour le mec qui a, voilà. Pour autant, je pense que c'est important de faire un travail sur soi, au fond, qu'est-ce qui m'importe vraiment? Si je creuse, est-ce qu'il y a une racine? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel j'ai envie de prendre la parole tout au long de ma vie et dans lequel je pense qu'il y aura une forme de stabilité, de croyance? Et je pense qu'on a tous quelque chose au fond qu'on peut trouver. Et je vais continuer là-dessus, parce que c'est un truc qui revient beaucoup, ce que les gens disent à la fin du podcast, quand je dis qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast, la question pour terminer le podcast. Ouais. Et les gens, ils disent toujours un truc qui est, je vais dire un truc bateau, mais. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que dans le monde des idées, les idées bateaux sont les idées qui reviennent le plus, mais on a tendance un peu à les juger parce que déjà entendu, donc déjà évoqué, donc déjà beaucoup d'exemples, et surtout il y a beaucoup de gens qui vont potentiellement avoir la même idée. Parce que là, il y a un truc à faire là-dessus qu'on peut. Déjà, c'est intéressant. J'ai une très bonne collègue qui s'appelle Solène Aboud, parlons peu sur Instagram, qui me disait tout le temps, si une idée est devenue bateau, c'est qu'il y a une raison, au fond. Okay. Et c'est parce qu'elle doit avoir une forme de vérité qui fait qu'elle a beaucoup été répétée. Donc, ce serait plutôt un bon signe d'avoir une idée bateau. Maintenant, tu peux aussi distinguer le fond d'une idée et la façon de le dire, qui vont faire que peut-être que ça paraîtra plus impactant. Si je te dis fume la vie avant qu'elle ne te fume, c'est hyper nul comme phrase parce que c'est éculé et ça marche plus depuis Facebook en 2007. Tu vois, peut-être en 2010, je sais rien. Tu vois, alors peut-être que je pourrais trouver une manière de dire manière impactante cette même phrase-là, en cherchant une façon de la dire qui sera plus impactante. Peut-être que je pense qu'on trouve jamais de nouvelles idées, par contre on trouve de nouvelles façons de les formuler.
C'est un peu ce que tu disais, un peu ce qu'il y a dans ton livre, c'est il y a la forme, mais il y a aussi beaucoup le fond et la création de sens que tu disais également au début du podcast, en quoi tu crois, quelles sont les idées qui sont intéressantes. Et je pense qu'il y a un déficit, de mon point de vue, là c'est un avis, mais totalement personnel, Ouais. je pense qu'il y a un déficit sur la capacité à savoir adhérer à une idée et communiquer une idée à laquelle on croit, tout en acceptant des nouvelles informations. Je pense qu'on a un déficit actuellement là-dessus sur je crois en quelque chose et parce que j'y crois, il y a une sorte de bulle émotionnelle au-dessus de moi qui m'empêche de capter certains éléments qui pourraient en plus nourrir les idées, tu vois. Parce qu'en fait, il y a une confusion entre les idées et l'identité. Et tu considères que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et donc, toute information qui viendrait faire vaciller un peu, ne serait-ce que de quelque part, ce que tu penses, tu le vis comme quelque chose qui fait aussi vaciller ce que tu es. Et donc, il y a une forme de survie qui fait que tu vas automatiquement, ce qu'on appelle en psychologie, la réactance. C'est un mécanisme de fermeture psychologique quand il y a un danger justement sur ça. Et c'est la raison pour laquelle tu ne convaincras jamais quelqu'un, d'autant plus qu'il ne se sent libre. Il faut que les gens se sentent libres. Et c'est plus montrer que tu es d'accord avec moi plutôt que te montrer que tu as tort. Si je cherche à te montrer que tu as tort, je vais juste te fermer et on va pas avoir de débat. Et c'est un levier qui est hyper utilisé dans les réseaux sociaux, hein, de créer, de faire deux camps, un camp pour la polarisation. C'est une énorme technique. Est-ce que c'est dans les idées, si on reste un peu sur le fait du monde des idées, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a raison. Ouais, et tu sais que il y a quelques mois, j'étais invité sur France Inter et le sujet de l'émission, c'était comment savoir quand on a raison. Et je trouvais ça hyper intéressant, mais hyper difficile. Et effectivement, je crois qu'on croit tous qu'on a raison et je crois que c'est plutôt sain aussi, tu vois, c'est assez normal. Le problème, c'est de ne pas accepter que ça puisse changer, de croire que c'est définitif. Et ça, c'est un vrai travail que j'essaie de faire par les réseaux sociaux, par d'autres projets, d'essayer de montrer aux gens que parfois ils pensent être en désaccord avec des gens et en fait c'est juste une impression. Et en fait, on peut trouver plein de points communs. Et oui, il y aura toujours un substrat, un résidu qui sera un désaccord, mais c'est ok. Mais c'est pas pour autant qu'on est en désaccord sur tout. Il y a un mot qu'on m'a posé là quand je faisais une conf et on me demandait, alors je sais plus exactement le mot que c'était, et j'avais dit à la personne, en fait, ce qui est intéressant dans le mot que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, c'est la définition que tu mets derrière. Parce qu'en fait, le mot est utilisé, on va utiliser le mot parent. Quand toi, tu vas entendre parent, tu vas entendre amour, tu vas entendre, et moi, je vais entendre cadre, sévérité. Et en fait, on va utiliser le même mot, mais finalement, ce qu'on va se représenter derrière, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils mettent derrière les mots. Il y a un job que je fais, je sais que tu le fais aussi, je pense que ça doit être, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu mets comme représentation derrière le mot, par exemple, éloquence. On a parlé tout à l'heure, on va penser un peu même avec le mot coach. Tu vois. Le mot coach, avec le mot parent, avec le mot maman, avec le mot, des mots que tu utilises au quotidien. C'est-à-dire, en fait, quand je l'explique, je mets quoi comme image derrière? Je pense que la plupart des gens ne le savent même pas. Ouais, non mais t'as tout à fait raison. Ça c'est hyper important. Mais tout ça rentre dans le travail de l'éthos justement que j'évoquais tout à l'heure. Et de la même manière, tu peux comprendre beaucoup des gens par les mots qu'ils emploient sur des concepts. Ouais. Si tu me dis un sans-abri ou un clochard, c'est déjà pas la même conception des choses, tu vois. Tu me dis un chômeur ou un chercheur d'emploi, c'est pas la même conception. Et aussi, on va même plus loin. Si tu dis clochard là en 2024, bientôt 2025, et tu dis clochard au Moyen Âge, c'était aussi ça. Au Moyen Âge, historiquement parlant, le clochard, c'est le mec qui sonne les cloches. Ça c'est oui, non mais alors t'as totalement raison. Et ouais, selon la façon, oui, effectivement. Donc c'est-à-dire que même quand t'es sûr, le temps peut te donner tort. Ça, c'est idéal. Là, c'est tout à fait vrai. Et même sur le pays, tu vois, il y a des pays où faire un dos d'honneur, c'est pas de même signe. J'expliquais à mes enfants en Australie que c'était pas la même chose. Tu vas à l'étranger, ouais, dis. Si on continue sur le monde dans lequel tu es encore aujourd'hui, ça y est, deux fois vice-champion du monde, c'est quand même une super perf. Qu'est-ce qui se passe après ces deux titres? Après, la richesse. Ça y est, la vie était partie et puis ça, la Bentley. Exactement. Écoute, après ça, je sais plus, j'étais en quelle année, je devais être en 3e année de droit, quelque chose comme ça. Après, j'ai continué à faire un peu d'autres concours d'éloquence classique. En fait, pour moi, c'était un échappatoire parce que j'étais pas passionné de droit, mais je continuais mes études comme ça. Et je me disais, comme j'avais commencé à apprécier la parole, j'ai eu une perception qui est celle de beaucoup d'étudiants qui font des concours d'éloquence et qui a une erreur, c'est de se dire, du coup, je vais faire avocat. Parce qu'avocat, c'est un peu le symbole de l'orateur, de la parole, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des stages en cabinet d'avocat. J'en ai fait 6 pendant mes études. Donc, j'ai eu le temps de voir un peu comment c'était la vie de cabinet d'avocat.
Et Tu t'es rendu compte que tu faisais classer des dossiers. alors, il y avait du travail de fond, mais oui, en fait, tu fais avocat parce que tu aimes le droit, parce que tu aimes défendre, pas parce que tu aimes parler. Et, et en plus, même quand j'étais en master, j'ai fait 2 stages chez 2 des plus grands avocats français sur des dossiers qui sont vraiment. Enfin, j'ai fait le dossier, j'étais sur le dossier de Carlos Ghosn pendant sa cavale Ok. du Japon au Liban. Petit sujet, j'étais sur le procès d'Edouard Balladur, pareil. Enfin, vraiment, sur des gros trucs. Et je me disais, enfin, même sur des dossiers aussi énormes, j'y prends pas un plaisir fou. Ouais. Donc je me dis, bon, si sur les trucs que j'aurai en fin de carrière, je suis pas non plus à fond, c'est que c'était pas le métier qu'il me faut. Et donc dans le même temps, j'ai commencé un peu à enseigner bénévolement pour apprendre un peu le métier, sans savoir que ça allait être un métier. J'ai commencé par des collèges-lycées, tu vois, des petits ateliers parce que je me sentais un peu plus légitime devant des élèves. Je suis aussi allé en prison en tant qu'intervenant. Je vois en tant que client, c'est lourd là-dessus. C'est ça le pro sur mon CV pour 2017 et 2018. Donc je suis intervenu aussi en prison, donc c'était aussi une super expérience. Et à la fin de mes études, enfin, c'est pendant le master 2, je me suis rendu compte que je voulais plus faire avocat, et donc je me suis inscrit un peu naïvement sur un site sur Superprof et Malte. J'ai mis une petite annonce. J'ai reçu 2-3 clients et j'ai pris énormément de plaisir. Et à la fin de mes études, j'ai eu un peu c'est cette phrase qu'ont 80% des entrepreneurs qui se lancent à cet âge-là. C'est je prends 1 an pour voir si ça me plaît et si j'arrive à en vivre. Les 2 conditions étaient importantes. Et au bout d'1 an, ça me plaisait toujours. Et t'as fait quoi pendant cette période? Après ma master 2, pendant 1 an, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver des clients. Ok. Et Et t'as fait quoi? Genre, qu'est-ce que t'as mis en œuvre? ouais, alors j'ai commencé par la prospection, comme tout le monde. Donc, mon premier réflexe, c'était d'aller dans les écoles parce que j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, j'avais pas de réseau dans le milieu de l'entreprise. Tous mes potes, ils sont avocats, magistrats ou dans le public, tu vois. Donc, j'allais d'abord dans les écoles. J'ai réussi à obtenir 2-3 contrats pour avoir un cours à l'année. Ce qui est un super moyen aussi, moi, de tester des méthodes avec les étudiants, de tester des formations, etc. J'étais toujours sur Superprof, Malte, etc., etc. J'ai lancé mes réseaux en décembre, au bout de 2-3 mois d'activité. Et Avec une appétence particulière pour les réseaux ou a priori ouais, non, bah en fait, quand j'avais 12 ans, j'avais une chaîne YouTube. Tu sais, comme tout le monde à l'époque sur Call of Duty, je faisais des vidéos commentées. T'as quel âge? Quel âge tu me donnes? Ah, j'arrive bien. Vous avez vu à quel point là, c'est technique. Je ne lâche pas. Elle ne marque pas. Avec quoi? T'as quel âge? Non, j'ai 26 ans. Ok, d'accord. Ouais. Je suis très jeune. Souvent, ça m'arrive en cours, quand je dis mon âge, les étudiants me demandent ma carte d'identité pour vérifier. Je jure que c'est vrai. Vraiment, des fois, je la sors vraiment. En disant, regardez, j'ai bien J'ai bien votre âge. J'ai 26 sur mon avant, mais je suis plus jeune. C'est horrible, parce que j'ai des étudiants, j'ai votre âge. Donc, avez-vous quand je te donne ma vie par rapport à vous? Le connard, c'est horrible. Vous êtes à l'école, je suis déjà en train de donner des cours de. Non, je plaisante, évidemment, évidemment. Et, donc oui, en fait, à l'époque, je faisais de la compétition de jeux vidéo. J'ai été champion de France de FIFA, d'ailleurs, pour anecdote. Ouais, C'est fou. en 2000, je sais même pas en quelle année, 2014, je crois. Quelque chose comme ça. Et je faisais des vidéos sur les jeux vidéo, etc. Donc j'adorais ça. J'ai arrêté après mes études. J'ai commencé à beaucoup lire, donc j'avais un blog de littérature qui ne marchait pas. Que c'est un blog avec aucun canal. Et littérature pour les Et en plus, c'est pas dans FIFA, alors que FIFA, t'aurais fait un peu plus. Bah, FIFA, mes potes de l'époque qui ont continué, maintenant sont des grandes stars sur le jeu. Donc, comme qui t'as Rocky qui a l'équipe mieux. Moi, à l'époque, j'étais dans l'équipe de Dax, qui est un grand joueur FIFA qui était au PSG, qui a été 2 fois champion du monde. Je vois qui c'est. Bah, c'est un des très très bons amis. On était dans la même équipe, champion de France à l'époque. Et lui a continué. Moi, je suis allé à la fac après, donc j'ai arrêté. Et lui a continué. Il a fait une super carrière. Il est à la retraite depuis septembre. Il passe pas. C'est pas lui qui passe dans l'équipe. Il a dû le faire, ouais, à un moment. Ouais, il a fait l'équipe. Maintenant, il est aussi dans le truc, la Ligue 1 sur Bein, je crois. Ouais, ok. J'avoue que là, j'ai pas même encore. Voilà, faut l'aparter. Mais voilà, du coup, j'avais déjà une appétence. Je faisais du montage quand j'avais 13 ans déjà. Ouais, donc les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui était naturel. Ouais, ça arrivait assez naturellement. Au bout de quelques mois d'activité, je me suis dit, j'ai toujours eu envie de vraiment faire les choses sérieusement parce que quand j'avais 13 ans, je le faisais avec très peu de moyens, tu vois. J'attendais que mes parents soient pas là, ils se de courant, mais ça me gênait. Et j'avais pas les moyens d'acheter un truc pour enregistrer l'écran. Donc j'avais un vieux caméscope ou un téléphone, je sais plus, que je mettais sur 3 livres, tu sais, pour que j'assume l'écran avec un son horrible. Enfin, personne de normalement constitué ne regarde ça, tu vois, par tes potes, pour se foutre un peu de ta gueule. Donc, bon, globalement, mais je prenais du plaisir, je kiffais. Ouais, c'était cool. C'était cool, ouais. Et
les réseaux sociaux, au moment où tu te lances là-dessus et tu te dis, bon, écoute, j'ai mon année, je lance les réseaux sociaux. Ouais, comment alors, ça, c'est un des trucs, je pense, qui va intéresser quand même beaucoup de personnes. Ouais. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même un vecteur hyper intéressant. Petit rappel, c'est la grande majorité du temps, c'est gratuit quand même. C'est une force de frappe qui est complètement dingue. C'est Gary Vee, qui le dit très, 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 très souvent. On a la chance de pouvoir communiquer de manière gratuite. Donc, c'est quand même... Sans passer par des ads, etc. Ouais, exactement. On peut, après, à plus grande échelle si on a envie, mais on a quand même des opportunités aujourd'hui de communiquer gratuitement sur les plateformes. Donc, toi, tu as compris qu'il y a quand même un truc à faire là-dessus. Ouais. Comment ça se passe? Mais comment ça se passe, c'est-à-dire comment je lance le truc? Ouais, comment sur ce que là, tu passes de... Ouais. C'est quand même... Alors, petite cible, petite niche. Oui. Là, tu vas sur un truc un peu plus worldwide, quoi. Ouais. Ce qui est super marrant, et je me rends de plus en plus compte là avec nos discussions, tu vois, que ce soit sur le bégaiement, que ce soit après sur mon métier et même là sur les réseaux. Je suis pas quelqu'un qui a une grosse vision stratégique, tu vois, sur le moment. Là, je fais beaucoup de prise de conscience rétrospective, tu vois, essayer d'analyser un peu ce que j'ai vécu, d'analyser mon comportement, alors que sur le moment, c'était assez inconscient. Et sur le moment, la réalité, c'est que je l'ai vraiment pas lancé en me disant ça va être un canal d'acquisition où j'aurai beaucoup d'abonnés. C'est vraiment parti d'un truc de en vrai, j'adore consommer YouTube et j'adore consommer du contenu vidéo et j'adore créer, donc je vais le faire de manière, tu vois, c'est un peu, il y a une démarche à la part qui est un peu sincère entre guillemets. Ce qui fait que ça peut marcher au début parce qu'il n'y a pas de stratégie et que c'est très mal produit. C'est très optimiste et presque vulnérable, quoi. Ouais, c'est naïf en fait. Ouais, naïf, voilà. Ouais, c'est complètement naïf. Mais bon, c'est un truc de, bon, moi j'ai envie de créer, ça me fait rigoler. Et puis, pour moi, c'était aussi un moyen, tu vois, s'il y a une vertu principale que j'ai vue au processus qui était très long de création, c'est que c'était un moyen de cadrer mon auto-formation. Tu vois, ça m'oblige à faire des recherches constamment, à trouver des nouvelles idées, à trouver des nouveaux exemples et à progresser. Et pour ça, avoir un cadre. Si j'ai pas les vidéos, je vais avoir un peu plus la flemme d'aller lire des trucs, d'aller me former, d'aller machin, etc. Là, à chaque fois, tu vois, il y a une part un peu intéressée, fait que tu as un objectif qui dit, je vais pouvoir en faire une vidéo, trop cool. Donc, ça me pousse à me former et à trouver des exemples. Donc, ça te permet d'avoir ce cas. Donc, en fait, tu as quand même alors, en plus d'être obsessionnel, encore une autre qualité, je suis désolé, tu t'es hyper discipliné, en fait. Bon, ce que c'est. Ouais, pareil, en fait, c'est pas un truc de je me mets, tu vois, je m'oblige à faire machin, etc. C'est juste que la création de contenu, moi j'ai une façon de travailler qui est assez, je sais pas si elle est particulière, mais en tout cas, pour en parler avec pas mal de gens, j'ai pas la même façon de fonctionner avec tout le monde. Où tu pourrais dire, aujourd'hui j'ai pas mal d'abonnés, je fais quasiment une vidéo par jour, maintenant un peu moins, mais pendant longtemps j'en ai fait une par jour. Et j'ai jamais eu de ma vie de planning éditorial, j'ai jamais eu une vidéo d'avance de ma vie, tu vois. Oh là, Je fais du jour le jour parce que on revient sur Navo qui disait un truc auquel je suis 100% d'accord. Il disait, quand tu crées quelque chose, tu as deux pics de dopamine, le moment où tu as une idée et le moment où elle existe. Et tout ce qui est entre les deux, c'est des obstacles. Et donc, là, je rapproche le plus possible ces deux moments-là, que sont l'idéation et l'existence. Et donc, à 18h, j'ai une idée, à 19h, elle existe. Et donc, en fait, c'est un peu comme le sport. Tous les jours, quand j'ai fini ma journée de boulot, je prends une petite heure et c'est mon petit truc de fin de journée, mon petit échappatoire où je prends du plaisir et je fais ma petite vidéo. Et puis, il y a un moment où tu poses plus les questions de ce que j'en fais une ou pas. Juste, je le fais. Comme le sport. C'est une des raisons pour laquelle, et là c'est un sujet sur lequel on pourrait aller, mais c'est qu'il y a une énorme différence entre la capacité à vouloir créer quelque chose quand t'es jeune et créer quelque chose quand t'es un tout petit peu moins jeune. C'était des enfants par exemple, c'est plus compliqué. Là, j'ai une idée, chérie, je me casse de chez Carrefour. Ouais, clairement. Allez, clairement. Tout de suite. Mais c'est aussi pour dire, alors on a eu quelqu'un qui nous a dit l'inverse tout à l'heure, pour dire que il y a un cadre, les enfants donnent aussi une création de sens hyper intéressante. C'est pas pour d'autres thématiques, pour aller un peu plus loin. Et là, c'est aussi un des cadres qui est hyper cool. Quand tu as un cadre propice au fait de créer, faut le tenter. Ouais. Puis c'était une logique de marathon, tu vois, c'est de me dire, le but c'est de tenir sur la durée, donc il faut que je trouve le fonctionnement qui me permet de tenir sur la durée. Et c'était de ne jamais vivre la création de contenu comme du travail. Ah ouais. Tu vois, si je commence à avoir un planning, avoir des tableaux, des machins, etc., j'ai l'impression que je suis en train de travailler. Mon but, c'était de prendre du plaisir, de créer. Et puis en plus, ça me rend aussi plus agile parce que si je crée 30 vidéos sur un concept et qu'au bout de deux vidéos, je me rends compte que ça marche pas du tout, que c'est mauvais. Ouais, tu peux. Là, tous les jours, je peux itérer. Alors, je dis pas que c'est la bonne méthode parce que j'ai mis beaucoup de temps à que ça fonctionne. Donc, j'ai sûrement perdu beaucoup de temps en faisant ça. Mais sur le chemin, j'ai pris beaucoup de plaisir. Continue beaucoup de temps, j'ai beaucoup appris. Ça veut dire que sur Insta, j'ai mis 2 ans, un peu plus de 2 ans à passer de 0 à 5000 abonnés. Et 1 an pour passer de 5000 à 180 000.
Ce qui est pas mal. Donc, mais il y a eu 200, tu vois, de Ouais. longueur au départ. Et TikTok, ça a marché plus vite. Enfin, plus vite. L'algo, entre guillemets, plus généreux, entre guillemets. Aujourd'hui, ça s'est un peu durci. Ouais. Mais à l'époque, ça marchait. Enfin, je dis plus vite, hein, j'ai mis quand même 150 vidéos. Mais bon, un peu plus vite. Tu conseillerais aux gens de faire ça? De faire quoi? De faire une vidéo par jour Ouais, vidéo par jour, ouais, complètement. Je pense que oui, parce que en fait, ça te permet encore une fois, de créer une habitude. Ça permet de tester plein de choses, de te créer une discipline, de trouver qu'est-ce qui fonctionne aussi sur toi, d'avoir beaucoup de données très rapidement. Donc, récemment, je l'avais conseillé à quelques amis et je pense que ouais, c'est un bon moyen de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la manière dont tu amènes les choses avec ton livre, l'art d'avoir toujours réponse à tout et finalement ta méthode de l'art de convaincre, est-ce que c'est des bons outils pour se lancer par exemple sur les réseaux sociaux? Genre pour pouvoir savoir bien communiquer, savoir peut-être garder une idée et justement aller est-ce que c'est des bons outils? Alors, mon livre, non, pas pour la partie face caméra. Par contre, pour la partie commentaire, oui. D'ailleurs, je prends souvent des exemples dedans de réactions aux commentaires, parce que du coup, mon livre est vraiment sur la partie interaction, la prise de parole. Dans la même logique de vouloir faire du plus global, je me suis rendu compte que la prise de parole en public, ça parlait pas forcément à tout le monde. Par contre, l'interaction quotidienne, là, c'est tout le monde. On est tous les jours. Donc, mon livre, du coup, de ce point de vue-là, non. Après, ce que je dis dans mes vidéos, ça peut évidemment servir. Parce que, alors, dans tes vidéos, il y a ce qui se passe sur Instagram, il y a ce qui se passe sur YouTube. Il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sur la manière dont tu décris les choses et quand tu décryptes. Ouais, pour le coup, on va aller. Alors, abonnez-vous à Instagram et à YouTube. Faites-vous ce cadeau. Il y a quand même un truc sur lequel j'aimerais revenir sur ta création de contenu. Tu donnes aussi beaucoup d'éléments qui peuvent être comme des conseils. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de débuter? J'ai un exemple en tête pas très concret. C'est script ou pas script? C'est la grande question. C'est la grande question. Alors, c'est la même question souvent qui est posée sur des discours. Est-ce qu'il faut écrire son texte ou pas, ou faire des bullet points, ou improviser, etc. Moi, je dirais que j'ai pas de. Enfin, en fait, les deux se font. C'est une question de comment tu fonctionnes toi. Je pense qu'il faut se connaître, c'est important. Moi, pour te dire, moi, je scripte tout à 100%. Ok. Pour autant, je suis très à l'aise. Je pourrais faire du bullet point. J'ai déjà testé. Script avec prompt. Ouais, c'est vraiment mot pour mot. Et même pour YouTube, sur du 1h15, j'ai 25 pages de script. De minutes qui arrêtaient là de plus en plus. Moi, j'y vais aller. Avant, j'étais l'inverse. Ça, en fait, en tout cas, sur du short, moi, ce que je trouve important, c'est que t'as un tel niveau d'attention et c'est un jeu de funambule. À chaque seconde, la personne peut scroller. Elle reste avec son doigt comme ça et à tout moment, ça rip. Donc, je peux pas laisser le moindre mot de trop là-dessus. Ok. Et donc, je fais un vrai travail d'écriture, d'épuration. Moi, je suis beaucoup inspiré là-dessus par une phrase de Saint-Exupéry qui disait « La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. » Et très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait que la moitié du boulot. On écrit tout ce qu'on doit dire, et on dit que j'ai fini. Ah non, il reste 50%, c'est enlever dans tout ça ce qui ne sert à rien. C'est qu'est-ce que je peux enlever sans que ça n'impacte ce que je dis. Et en général, il y a plein de choses. Il y a plein de fioritures, de phrases qui servent à rien. Il y a une manière de faire ça? Alors, je pense que l'expérience aide beaucoup. Il y a une méthode sur écrire un script, c'est écrire pour de l'oral. Et c'est pas la même chose qu'écrire pour de l'écrit. Ouais. Et donc ça va impliquer de vérifier la longueur des phrases. Si je commence à avoir des phrases de 3 lignes, c'est souvent mauvais signe. Tu peux repérer ce qu'on appelle les pronoms relatifs. C'est les qui, que, dont, où. Ça, souvent, tu coupes en 2 phrases. Okay. Pareil, quand tu as des participes présents, donc des mots ANT, ça allonge la phrase. Donc tu peux couper en 2. Tu as plein de petits trucs comme ça, d'essayer de faire les phrases les plus courtes possibles. Et après, en vrai, c'est surtout de l'expérience de comprendre qu'est-ce qui va capter l'attention sur ton sujet, quels sont les mots que tu vas employer, est-ce que tu parles d'éloquence, de prise de parole, de rhétorique, etc. Et c'est de trouver des formats qui font que on va rester jusqu'au bout. C'est le plus gros, la métrique principale, c'est le temps de visionnage. Donc, il faut que les gens restent jusqu'au bout. Et c'est de comprendre à quel moment les gens partent. Et il faut que la vidéo elle se termine à ce moment-là, au moment où les gens partent. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si on suit, franchement, je vais, juste après le podcast, on va discuter. Comment, pour que les gens restent plus longtemps, il y a une manière de commencer les vidéos, il y a une manière est-ce que toi là-dessus, tu maîtrises ce concept? Il y a plein de ce qu'on appelle les hooks, plein de hooks, types de hooks, plein d'accroches. Honnêtement, aujourd'hui, je me prends moins la tête. Il y a une époque où je me prenais vraiment beaucoup la tête là-dessus parce que je n'avais pas d'abonnés. Donc, pour que la vidéo soit regardée, il fallait que j'en fasse des caisses. Je sois très polarisant sur le début, puis après je nuance. Aujourd'hui, j'avoue que je me prends pas moins la tête parce que
une vidéo, quelle qu'elle soit, elle sera regardée. Donc, bon, j'ai pas ce besoin-là, je suis pas en logique de progression. Il faut aller chercher le million d'abonnés sur Insta, J'ai sur YouTube, sur. C'est pas un objectif en tant que tel, là, sur le principe. Donc là, maintenant, je suis dans une logique de porter des messages qui m'importent. Maintenant, de toute façon, en vrai, c'est pas tant sur l'accroche que sur le format. C'est de comprendre. Il y a un truc en rhétorique qui s'appelle le kairos. Le kairos, c'est un petit messager ailé qu'il faut attraper avant qu'il parte. Et c'est synonyme de l'opportunité. Et c'est de comprendre quand est-ce que les gens partent. Et c'est de faire un vrai travail de, OK, honnêtement, là, si je regardais la vidéo, à quel moment j'ai envie de partir? Est-ce que c'est au bout de 2 secondes, au bout de 15 secondes, au bout de 20 secondes? Et de comprendre quel est le déclencheur qui fait que j'ai envie de partir. Ok. Et souvent, c'est lié à l'information que les gens attendaient et qu'ils ont eue. Et donc, il faut couper tout ce qui est après et enlever tout ce qui est après. Je te donne un exemple très con qui me concerne. Moi, je fais de l'analyse d'extraits, Ouais. tu vois, de débats, Personnalité. etc. Une erreur que j'ai longtemps fait, c'est je mets l'extrait, j'analyse, je donne la technique tout de suite, et ensuite j'explique la technique. En fait, les gens, ils sont partis depuis longtemps. Ils ont compris l'idée. J'ai répété 15 fois l'analyse. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends un format où il y a 2 personnes qui se parlent. Je mets l'attaque de la personne. Je coupe ici. Je dis, à votre avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Ah, ok. On va analyser différentes possibilités de réponse. Du coup, tu es engagé, tu restes avec moi et tu as envie de savoir la réponse. Et après, à la fin de la vidéo, je te mets la réponse et la vidéo s'arrête. Parce que ce que tu voulais voir, c'était la réponse. Mais je t'ai gardé grâce à ce truc-là. Et cette attention-là, j'en ai fait quelque chose que je considère positif, à savoir t'apprendre des techniques au milieu que tu aurais peut-être pas regardé si tu avais juste dit 3 techniques de rhétorique Ouais. pour Convenir en société. pour briller en société. Tu vois. Donc, c'est trouver comme ça des mécaniques. Et en fait, ça revient à comprendre comment fonctionne l'attention de ton public. Et je crois que ça vaut aussi en présentiel. Je dis souvent à mes clients d'avoir le même respect pour leur auditoire qu'ils en auraient pour des gens sur les vidéos. Et donc, de garder à l'esprit que ton audience, elle scrolle dans sa tête aussi. Elle va choisir si elle t'écoute ou pas. Alors, de plus en plus, là, aujourd'hui, dès que tu fais un truc et que tu t'ennuies, hop, tu prends ton téléphone et tu scrolles. Donc, en fait, tu manges ta petite dopamine. Est-ce que toi, alors, là, je te pose ça comme ça, mais Ouais. est-ce qu'il y a une méthode pour réussir à bien comprendre comment les gens fonctionnent en termes d'observation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut repérer? Ouais, il y a un truc qui est essentiel. Alors, ça va faire un peu spirituel, mais je veux dire, là, c'est la présence dans l'instant. Ce que j'entends par là, c'est que une grave erreur en prise de parole, c'est d'être dans son esprit, donc d'être ailleurs. Souvent, on est dans son texte, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on pense de moi, etc. Ce qu'il faut, c'est être avec les gens et les observer, et les regarder, et non pas les regarder juste pour créer un lien, ce qui est déjà une chose importante à faire, mais aussi pour prendre des informations. Quand j'ai une classe, je n'attendais jamais le téléphone. Mon objectif, c'est qu'ils aient jamais envie de le prendre. Et si je vois que ça commence à le prendre, je sais que je suis pas sur la bonne piste. Et donc, je vais changer. Et donc, faut constamment se nourrir comme ça des informations qu'on reçoit, sans les prendre personnellement, sans se dire, ah, on m'écoute pas, c'est que je suis nul. Non, c'est que je suis pas sur la bonne piste. Je suis peut-être pas sur le bon argument. Ou alors, à ce moment-là, je vais aller récupérer telle personne, etc., etc. Ok. Donc, il y a un vrai truc d'être présent avec les gens, d'être vraiment conscient aussi de comment les gens réagissent à ce que tu dis, et d'avoir la flexibilité pour t'adapter à ton public. Ouais, alors, c'est au-delà d'être concentré uniquement sur ce que tu crées, c'est ce que ça crée chez les autres. Oui, complètement. Ouais. C'est quel impact on est en train de laisser sur les gens là, maintenant. Et donc, une grosse partie de la prise de parole, c'est de se décentrer. C'est de se focaliser surtout sur ton message et ton public. Ah, tu vois, Et ça, que sur au toi. début. Oui, exactement. C'est la création de sens. Ouais. C'est là où on peut se perdre, je pense, dans la manière de. En fait, j'en parlais il y a ce matin avec en parlant d'une personne qui choisit de prendre des thématiques qui font réagir, même si ces thématiques ne sont pas les meilleures pour elle. Est-ce que c'est quand même un argument qu'il faut utiliser? Ouais, alors ça me fait penser à 2 choses. Tu as un truc qu'on appelle le WIFT, c'est le What's in it for them. C'est une sorte de 2 cercles, tu sais, avec ce qui toi t'intéresse, ce qui intéresse d'autres, ok. C'est trouver ce juste milieu entre quelle vidéo moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de regarder. Ouais. Si je fais que ce que j'ai envie de regarder, il y a un moment je vais abandonner parce que, potentiellement, peut-être pas d'ailleurs, si t'as des grosses stats et que ton plaisir c'est les stats. Ouais. Et à l'inverse, si je fais que pour moi, c'est cool, mais personne ne regarde. Donc c'est trouver l'équilibre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment important, c'est de chercher quels sont les arguments qui parlent à ton public. Et donc, si tu es entrepreneur, tu as un pitch, tu dois avoir un pitch pour chaque type d'audience. Si n'importe quel que soit ton métier d'ailleurs, tu dois avoir un pitch. Si tu fais une vidéo, tu dois être conscient de qui tu parles pour pouvoir adapter ton accessibilité, ton jargon, le type d'argument que tu utilises, l'image que tu renvoies.
tout ça, c'est sphère politique. En fait, c'est ce que utilisent les politiques, en fait. c'est ce qu'utilisent tous les orateurs qui veulent convaincre. Parce que la première question en prise de parole, quand tu peux préparer un discours, la première question, souvent, c'est une erreur, c'est qu'est-ce que je dis? Alors que la vraie question, c'est à qui je parle. En fonction à qui je parle. Ensuite, qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux avoir comme impact sur eux? Donc le pourquoi. Et seulement après, une fois que je sais à qui je parle et quelle action je veux générer ou qu'est-ce que je veux provoquer, là, je vais commencer à me poser la question de qu'est-ce que je dis. Okay. Mais tout ça ne dépend que du contexte. Tu peux pas avoir un seul discours que tu dis à tout le monde, tout le temps, en tout temps, en tout lieu. Parce que là, aujourd'hui, la technique, c'est de dire, OK, ça fonctionne, hop, je dis ça comme ça, je le remets à ma sauce, entre guillemets, hein. C'est une technique parmi, il y en a plein d'autres comme ça, mais celle qui me vient là maintenant. Voici ce que je vais faire, ça fonctionne, autant le faire, ça parle aux gens. Okay. Sur les réseaux, tu veux dire? Ouais, oh. Mais même. Non, mais en général. Bah, en général, ouais, tu t'inspires de l'existant. C'est ce que les gens, là, par exemple, je me dis, sur ce que tu fais, avec raconter des histoires. En fait, raconter des histoires, ça, aujourd'hui, c'est le truc qui fonctionne de fou. Il y a des histoires qui font peur, des histoires d'entrepreneurs, des histoires bien sûr. L'ère du storytelling. L'ère du storytelling, c'est hyper ancré actuellement. Donc il faut s'inspirer tout en faisant. C'est une question, je pense, de timing. C'est-à-dire que quand ça arrive, effectivement, il faut s'en inspirer. Et il y a un moment, il faut savoir s'en départir. Pour moi, l'exemple le plus frappant de ça, c'est les pitchs d'entrepreneurs. Ou dans l'humour. Dans l'humour aussi, c'est tout à fait vrai dans l'humour. Il y a des vagues. Il y a complètement des vagues. Et même, tu vois, des émissions comme Qui est mon associé, ça a eu cet effet-là d'avoir un formatage des pitchs. T'es dans un incubateur, tout le monde a le même pitch. C'est impressionnant. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'il faut quitter le navire, entre guillemets, et chercher à faire quelque chose de différent. Je dis pas quelque chose de fou. Oui, je dis pas quelque chose de hors propos, hors cadre, mais quelque chose de différent, un peu audacieux. De la même manière, quand à un moment, il y a toujours les mêmes techniques d'histoire, je pense que c'est le moment où tu peux essayer de t'en départir un peu, ou en tout cas de trouver ta patte dans ce cadre-là. Je crois qu'un cadre, c'est aussi quelque chose qui permet de s'exprimer dedans. C'est pas forcément un copier-coller. Bien sûr, ouais. C'est dire, OK, qu'est-ce qui peut me différencier un peu là-dedans? Ou alors, c'est le fait de l'amener à un domaine sur lequel il n'y a pas encore du tout ça qui existe. Je prends l'exemple du storytelling. Je m'étais rendu compte que moi, dans ma niche, ça n'existait pas. Et donc, le storytelling un peu de type ce que font Ego, The Great Review, des gros créateurs sur les jeux vidéo. Je dis, c'est marrant, ça pourrait être cool sur ma niche, autant le faire dessus. Mais après, si on est 25 à le faire, il y a un moment où... J'appelle la tribu d'à côté. Moi, j'explique ça. Tu vas dans une tribu d'à côté. Ouais, tu es dans ta tribu. Tout le monde est boulanger dans ta tribu. Le but, c'est de trouver une tribu dans laquelle il y a que des mecs qui sont forgerons. Et t'arrives en disant, c'est cool vos trucs que vous faites là. Si vous voulez, moi, je suis un boulanger. Alors que, entre guillemets, cette technique était, elle ne vaut rien dans ma tribu aujourd'hui, parce on est hyper nombreux dans cette tribu à faire du pain, et ça va jouer sur de la cuisson, sur du détail. En fait, ça devient n'importe quoi. En fait, tu vas dans une tribu où aujourd'hui, c'est pas, entre guillemets, valorisé comme ça pourrait être valorisé, voire c'est un peu nouveau. Et donc, finalement, tu te retrouves avec un concept que tu maîtrises plutôt bien, mais qui, dans cette tribu, ne fonctionne pas du tout. Et là, t'es en mode, c'est un peu ce qu'on m'avait sorti une fois, personne n'est prophète en son pays. Nul des prophètes en son pays. Voilà, nul des prophètes en son pays. Et c'est un peu ça, en fait, finalement, c'est arrivé et tu dis, écoute, dans mon pays des boulangers, je suis pas le meilleur des boulangers. Par contre, je peux être le meilleur des boulangers quelque part. Ouais, non, mais c'est tout à fait vrai. Mais c'est difficile à faire pour les gens. Très dur. Mais en fait, ça revient à se dire, à trouver un marqueur de différenciation aussi. Ouais. Se dire, OK, qu'est-ce qui dans l'angle peut me différencier un peu ou dans exactement ce que j'aborde. Si je devais te le définir sur ma niche, c'est de me dire, OK, déjà, quasiment 90% de mes collègues, ils font des vidéos soit en costume cravate, soit vraiment que sur la forme. Je me dis, OK, je vais le faire. Je mets un point d'honneur à jamais être en costume sur mes vidéos et je parle beaucoup de fond, de rhétorique pure. OK, tout le monde parle toujours que de politique, c'est de faire un peu autre chose aussi. Et surtout, tout le monde parle que de manière négative des analyses. Je me dis, tiens, on va essayer d'en tirer aussi des choses positives qui sont applicables. Bon, c'est pas non plus des trucs fous, hein, mais c'est des petits éléments de détail. Petits éléments. Ouais. Je vais te poser une question très chiante. Dis-moi. Comment on peut faire que High Value Entrepreneur se distingue des autres podcasts? Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on aurait un truc qu'on pourrait mettre en place? T'es pas venu me trouver une réponse tout de suite, tu pourrais me la donner plus tard ou revenir pour nous en parler. Mais est-ce que tu as ce type de questions sur lesquelles on peut faire appel à toi, par exemple, ce genre de... Ouais, complètement. Moi, j'aime pas mal de créateurs de contenu, pas mal sur YouTube, même sur des podcasts d'ailleurs, ça arrive de chercher aussi comment on va trouver un bon format et beaucoup sur la rédaction de script, justement. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à bien formuler leurs idées, avoir un style oratoire qui fonctionne bien, etc.
Donc, je fais beaucoup d'accompagnement où on va chercher ensemble des idées de format. Ensuite, on va écrire ensuite un script ensemble où j'ai des méthodes d'écriture, des méthodes de script, etc. Ensuite, comment on dit bien le script. Et parce qu'en fait, tout ça, ce qui est marrant, c'est que tout ça, c'est de la rhétorique. La rhétorique, je te le fais en 15 secondes, c'est 5 choses, 5 étapes dans la rhétorique. Première étape s'appelle l'invention. C'est comment je trouve des bonnes idées, des bons arguments pour un discours. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui le brainstorming, ça s'appelle l'inventio en rhétorique. C'est à 2500 ans le brainstorming, tu vois. Ensuite, à la disposition, c'est ces idées-là, comment je les mets dans une structure qui a du sens, qui est cohérente. Ensuite, élocution, comment je mets du style dans ce plan-là et commence à rédiger des phrases ou des punchlines, je rédige. Ensuite, l'action, comment je dis ça. Et 5, la mémoire, comment je me retiens ce que j'ai fait. Et donc la rhétorique, c'est tout ça. L'éloquence, c'est l'action. C'est 20%. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, on va t'embaucher. Non, mais en vrai, tu vois, non, mais t'es tout. Alors, un copywriter fait de la rhétorique, un vendeur fait de la rhétorique, un créateur de contenu fait de la rhétorique. Mais là où je veux en venir en te taquinant là-dessus, c'est qu'en fait, Ouais. ça paraît évident parce qu'on parle tous les jours, on observe tous les jours, on consomme du contenu tous les jours, on est tous en train d'essayer de créer quelque chose à notre échelle. Ouais. Mais finalement, il y a des structures qu'on peut utiliser qui facilitent ou qui permettent de comprendre. Bien sûr. Finalement, si on n'a pas le recul nécessaire, on consomme sans pour autant comprendre. Ouais, et c'est ça, c'est un truc, moi, c'est un plaisir personnel de créer. C'est que maintenant, quand je consomme, j'observe les logiciels, les machins, etc. Mais ouais, et en fait, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques. Et ce qui est trop drôle, c'est que la rhétorique, c'est une des rares matières dont l'histoire s'est arrêtée quand elle a commencé. C'est-à-dire qu'il y a 2500 ans, il y a des mecs qui ont popé, des mecs, des génies, qui ont popé. Ils ont écrit des guides d'art oratoire et de rhétorique. Ça a duré quelques centaines d'années. Et depuis, on n'a rien inventé. Ça a perduré. On a juste mis des noms, structure AIDA, structure machin, etc. On a juste anglicisé des choses, on a brandé des choses pour essayer de formatiser de manière où on a changer, mais globalement, en fait, tu me sors n'importe quel mot un peu de copywriting ou de personal branding. Personal branding, c'est de l'éthos. Tu vois, typiquement. N'importe quel mot, ça fait écho à une notion de rhétorique. Donc, il y a plein de méthodes, elles existent depuis longtemps et elles ont fait leurs preuves. On arrive sur la fin. On arrive gentiment sur la fin, mais il y a quand même une question qui est hyper importante et on aurait dû aller plus tôt sur cette thématique clash. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, la preuve on est. Le storytelling. Ouais. On est quand même dans une culture où le storytelling, en tout cas en France, aux États-Unis, qui est déjà bien ancré, mais le storytelling aujourd'hui est hyper utilisé. Le storytelling, moi j'ai forcément plusieurs questions là-dessus, mais il y en a une qui vient, c'est est-ce que le storytelling doit être vrai? Est-ce que le storytelling doit sublimer un parcours? Est-ce que le storytelling est obligatoire? Il y a plein de questions autour du storytelling. C'est que tu disais un peu, moi, il y a 3 semaines en arrière, alors que c'était hier, dans ce que ça permet de créer en termes d'image, forcément, le storytelling, j'ai l'impression qu'en France, on a le cul entre deux chaises. On sait qu'il faut l'utiliser, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Est-ce que toi, tu le recommanderais quelque chose? Est-ce que tu circonscris storytelling? C'est-à-dire, alors, il y a storytelling à souhaiter au sens personnel, entrepreneur, au sens même que si je te raconte l'histoire de quelqu'un. Je pense que on va plus aller sur le personal branding du storytelling, le storytelling en personal brand pour le coup. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui vient de plus en plus. Le storytelling j'allais dire d'une brand. Le mec est américain. D'une marque. On est tous confrontés à ça. On connaît l'histoire de Nike, on connaît l'histoire, le fondateur, blablabla. Il y a quand même plein d'éléments là-dessus sur le branding qui sont, on est courant et on sait comment les choses peuvent potentiellement fonctionner, les valeurs, blablabla. Celui du personal branding de manière globale, l'art de savoir se raconter, c'est quand même, les gens naviguent en autoub, c'est le brouillard, quoi. Est-ce que tu as des petites... Ouais, ça j'ai peur parce que tu as peur de tomber dans l'arrogance ou dans la victimisation de soi ou la victimisation. Ouais, ça c'est une question que je me suis longtemps posée. Tu vois, typiquement sur mon storytelling, beg, etc. Est-ce que ça doit être vrai d'abord pour répondre à ta question? Moi, je crois que oui. Après, peut-être une vision naïve des choses, mais je mets beaucoup d'attachement là-dessus parce que la confiance ou la crédibilité, si à un moment on découvre une part de mensonge, derrière c'est rompu pour toujours. Donc pour moi le risque n'en vaut pas la chandelle. Là-dessus, genre on l'a vu avec en vrai ça va encore je pense pour lui, mais Nasser Barkhane, il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Il a bien rebondi. Il a bien rebondi au final. Et en vrai j'irai pas non plus sur ça parce que je maîtrise pas assez le sujet, mais tu vois dans l'idée on a vu que en tout cas le simple fait qu'il y ait un doute sur la véracité du storytelling, ça entache énormément la réputation et c'est dur à rattraper. Est-ce que ça doit être vrai? Je crois que oui. Et ensuite, alors ce que je vais dire va rejoindre un petit peu ce que je disais juste avant, à savoir
ça implique, je pense, une introspection de à qui je veux parler, à qui je raconte mon histoire et qu'est-ce que je veux déclencher chez eux par mon histoire. Et tout part toujours de là. C'est-à-dire que si je racontais ton histoire pour raconter ta vie, l'impact il est assez limité. Par contre, si ton parcours ou des éléments dans ton parcours peuvent permettre de déclencher quelque chose chez ton public, qui est ce que tu recherches, c'est efficace. Maintenant, il y a aussi 2 choses qu'on peut différencier. C'est ce qu'on appelle les marqueurs d'autorité et les marqueurs de différenciation. Marqueur d'autorité, c'est ce qui fait que je suis crédible dans mon métier. Dans l'occurrence, tous les concours que j'ai pu gagner, etc. Machin. Marqueur de différenciation, c'est ce qui fait que dans ces gens crédibles-là, qu'est-ce qui fait que je suis moi, Corentin? Parce que c'est de prouver c'est une blague, par exemple, mais ça pourrait être le fait que j'ai ça pourrait être mes parents, tu vois, ma famille. Le fait que tu sois jeune. Que je sois jeune, ça peut être ancien champion de FIFA, je sais rien. Tu vois. Après, ce qui est génial, c'est qu'il y a tellement d'éléments dans ton parcours qu'il faut trouver. En fait, tu ne peux pas avoir de storytelling si tu n'as pas déterminé quel impact tu veux avoir et sur qui. Parce que tout le choix de tes éléments dans tout ce parcours qui est complexe, qui est long, qui est hétérogène, ce choix-là, il dépend d'à qui tu parles et pourquoi tu leur parles. C'est le même mécanisme qu'en pratique, c'est ouf. Oui, complètement. Ouais. C'est le même mécanisme. On arrive là sur la fin. On pourrait aller sur le storytelling plus longuement, mais malheureusement, le temps avance très vite. Je vais lire 2 citations qui sont des citations qui sont. Allez, je suis curieux. Et celle qui me paraissait être le plus en cohérence avec ce que tu dis, mais c'est plutôt bien parti, en tout cas, j'espère. Okay. La première de Blaise Pascal. L'éloquence réside moins dans l'art de bien parler que dans l'art de toucher et de convaincre les esprits. Ouais, ça rejoint complètement ce que je te disais, complètement. Encore une fois, hein, je crois que bien parler juste pour bien parler, c'est sympa dans des dîners mondains, c'est sympa pour son ego. Dans mon métier, c'est bien pour la crédibilité. Mais j'en ai pas mal l'intérêt. Trop mal mais là, franchement, je suis deg. Tu espérais voir le downfall et voilà, tous ces foudres. Vous avez vu, c'est une arnaque. Il y a des cuts dans les vidéos, vous voyez bien. Mais non, oui, je suis absolument d'accord avec cette citation, cette assertion. Et j'en ai une deuxième, beaucoup plus longue, donc c'est un exercice d'éloquence pour moi. Les défis que nous rencontrons ne sont pas là pour nous abattre, mais pour révéler en nous des forces insoupçonnées. Chaque obstacle surmonté est une preuve de notre capacité à grandir et à nous dépasser. Ce n'est pas le talent qui fait la différence, mais la détermination, le travail acharné et la foi en ses propres capacités. Michael Jordan. Intéressant. Alors, je suis plus mitigé sur celle-là. En fait, je suis hyper d'accord sur le fait que c'est pas le talent, mais la détermination qui... Ça, je suis assez aligné parce que je suis pas un grand défenseur de la notion de talent, notamment en prise de parole. Je suis un peu moins, je comprends ce qu'il veut dire évidemment, mais je suis un peu moins dans la sacralisation de l'échec comme tremplin vers la réussite, comme les défis comme étant nécessaires dans un parcours, etc. Je crois que ça c'est une conception qui est très liée à un biais du survivant, c'est-à-dire que au motif que quelqu'un a réussi malgré des échecs, ça crée qu'à tout le monde. En fait, et ça, alors, je me rends compte que je m'inspire un peu trop, mais c'est un truc que disait Navo aussi. En tout cas, si tu le connais, faut le faire venir. Parce que là, mais on a déjà échangé par message parce qu'il est tombé sur ma vidéo que j'avais faite sur lui. Mais en fait, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il dit on donne jamais la parole à ceux qui ont échoué mais qui ne sont pas relevés. Et donc forcément, en termes de représentation, on a que des représentations de gens qui ont réussi après avoir échoué. Il y a aussi des gens qui échouent et qui ne se relèvent pas, tu vois, bien sûr. et qui ne vivent pas les défis comme c'est un défi qui a été fatal. Donc, je crois qu'on peut tirer évidemment des leçons des défis. Je crois que c'est important d'en avoir et d'avoir des échecs, etc. Mais je crois qu'on peut peut-être avoir aussi une vie très tranquille et avancer sereinement là-dedans. Je pense qu'on est d'accord sur la philosophie que j'ai sur l'anomalie. C'est pour ça que je pose cette question. Ouais. Pour dire, regardez, ça veut absolument rien dire. Et que tous les gens, entre guillemets, qui réussissent, ils partent avec quelque chose qui, à la base, n'était peut-être pas prédestiné au fait qu'ils réussissent. Et pourtant, il y en a d'autres qui seront jamais dans le cercle de fait dans les débats. C'est comme si tu lis une biographie et que tu dis, tu lis une biographie de Steve Jobs, que je fais comme lui, je vais devenir un PDG d'Apple. Bah non. Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, ça peut inspirer. Mais non, mais bon, c'est le parcours. Et je pense que ça fait du bien aussi à plein d'égards, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette conversation? Ton écoute, d'abord. C'est gentil, ça apprend pas, on dit ça. C'est vrai? Ouais. Bah, non, écoute, j'essaye de... Non, mais c'est toujours agréable parce que c'est ça que j'aime bien dans les podcasts aussi, c'est que c'est un moment qui rééquilibre un peu les rapports humains, justement, de ce point de vue-là, où mutuellement, on va être un peu plus dans l'écoute. Alors, toi, beaucoup plus parce que tu es en host. Et moi, c'est génial parce que je peux parler de moi tout le temps sans culpabiliser. Donc, de ce point de vue-là, c'est très... Ouais, c'est vrai. Et non, mais
Alors, je vais dire autre chose que ce que j'ai dit dans le podcast en termes de retenez. Parce que j'ai beaucoup parlé de transfert un message, vos idées, vos convictions, etc. Mais je l'ai tellement dit que je pense que c'est déjà retenu que ça vaut pas le coup de le préciser maintenant. Sauf que comme je l'ai dit, du coup, ça permet quand même de le dire. C'est ce qu'on appelle une prétération rhétorique. Ça, je t'ai fait une auto-analyse. C'est quand tu dis je ne vous dirai pas que, tu le dis quand même finalement. Si, quand même. Donc, je te dirais pas que c'est le fait de convaincre d'un message, etc. Je dirais écoutez les autres, essayez de les comprendre, ayez de l'empathie et prenez conscience que les gens sont beaucoup moins loin de vous que vous n'avez l'impression qu'ils le sont. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Sur le fait qu'aujourd'hui, on a un sentiment de polarisation dans la société, on a l'impression que tout est binaire, on est loin de tout le monde, que si on n'est pas d'accord avec moi, on est contre moi, etc. Et je crois que c'est une impression. Donc en réalité, on est tous beaucoup plus d'accord les uns avec les autres qu'on le croit si on fait l'effort de les rencontrer, de les écouter, d'essayer de les comprendre. Et je crois que plus on va vers l'autre, plus on est humble, plus on est généreux, plus on est à l'écoute, plus on est un bon orateur. Bien plus qu'en apprenant des techniques de pur show spectaculaire. Eh bien, écoute, on terminera là-dessus. Merci infiniment, Corentin, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, que tu reviennes dans le podcast pour nous parler des prochains sujets. Allez le voir sur YouTube, Instagram. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.